Valentin, partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot, 100% débat. Ce soir, cette émission sera dédiée à Émilie. Émilie qui est notre partenaire de l'émission aussi, qui participe à l'émission, une chroniqueuse et qui est convalescente ce soir. On te fait un gros bisou de la part de toute l'équipe et cette émission sera dédiée juste pour toi. Gros bisous et j'espère te revoir bientôt dans l'émission. Mais ce soir... j'ai mes chroniqueurs quand même, oui, et heureusement. Nous avons Thomas, le Twitter fou, aussi Xavier, notre Parisien, toujours deuxième, Florent, notre roi des pronostiqueurs, et Chris, le Belge. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ce soir, notre invité de l'émission a été formé à l'INEF, passé par Metz, joué à Nantes et à Retafe et joue actuellement à Laval en Ligue 2. Et ce soir, je vous demande d'accueillir Franck Senerino. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être sur la radio RTS et merci d'être avec nous, avec toute l'équipe. Merci beaucoup. C'est un énorme plaisir pour nous ce soir. Un plaisir partagé. Je vous remercie pour votre invitation. Merci. Ce soir, je n'oublie pas notre fil rouge de l'émission, Ligue des Champions, très très important. Bayern de Munich, Real de Madrid, toujours 0-0 pour l'instant. Nous vous tiendrons informés des scores à tout moment. Ce soir, chers auditeurs, vous voulez réagir sur Skype, aucun problème. Il vous suffit juste de rajouter le pseudo On aime foot auditeur et vous pourrez participer à tous les débats de ce soir. Nous avons une petite exclue nous avons une petite exclue mercato, enfin on va dire transfert par Erwan. Saï de Montpellier et Bakay Touré de Nancy seraient suivis par l'OM. Voilà la petite exclue sympathique avant l'émission. Avant de commencer les débats, j'aurai deux questions pour vous, Franck. La première, celle de Rémi. Si il y avait quelque chose à changer dans votre carrière, ça serait quoi ? Je pense que cette question est un peu orientée. Je pense que l'auditeur pense que j'ai fait un mauvais choix en rejoignant Retafe. S'il pose cette question-là. Mais moi, je pense que en ce qui concerne mes choix, je ne changerai rien par rapport à ma gestion de carrière. Par contre, peut-être à mieux gérer ma deuxième année nantaise qui a été très, très, très difficile sur le plan psychologique, sur le plan des résultats. Et c'est vrai que la gestion de cette deuxième année nantaise a été très difficile et je pense avoir un peu justement déconnecté, un peu pété les plombs lors de cette saison. Donc, avec le recul, c'est surtout la gestion de cette deuxième année. Après, en ce qui concerne mes choix de club ou de carrière, si on revient dessus plus amplement plus tard, je pourrais les expliquer, mais les raisons ont une certaine logique. Donc voilà, si c'était par rapport à ça, les choix de carrière, je ne regrette rien. D'accord. Et Retafe, c'était en première division espagnole. Ils étaient en première division. Oui, bien sûr. C'était, c'est une bonne expérience, l'Espagne. C'est une bonne expérience. Retafe venait de finir 9e de la Liga. Et finaliste de la Coupe d'Espagne, était qualifié pour la Coupe d'Europe, la Coupe de l'UEFA. Donc justement, cette Coupe de l'UEFA, et donc c'était entre guillemets la meilleure offre sportive que j'avais par rapport à d'autres offres que j'avais de clubs français par exemple ou de clubs espagnols. Et c'est vrai que en plus quand on voit les joueurs qui sont passés par Retafe l'espace d'une saison ou deux, et après où ils se retrouvent, je pense notamment à Soldado, Granero ou encore Delared qui a dû arrêter sa carrière pour un problème cardiaque. Je pense que à ce moment-là, j'espérais un vrai tremplin. Bon, après, c'est une autre histoire, c'est la santé qui s'en est mêlée et ce problème de fissure au tibia. Mais les choix de carrière, ça se joue à rien. Surtout, je pense que c'est une erreur médicale, entre autres, par exemple. Et si on recontextualise, il faut se rappeler qu'à l'époque, Retafe avait fait une super saison. On se souvient de gros matchs face au grand rival le Real Madrid. Je me demande s'ils n'avaient pas gagné d'ailleurs contre le Real Madrid. Ça avait été une énorme sensation pour le retour en Liga espagnole. Et justement, en parlant de Real de Madrid, je suis désolé de te couper déjà.
Un but pour le Bayern de Munich et c'est Franck Ribéry. Voilà. Oh. Voilà, comme ça, au moins. J'enchaîne tout de suite sur la deuxième question. Je suis désolé, mais on va enchaîner tout de suite. Patio-tango.fr me pose cette question pour vous. Laval vous a proposé une prolongation de contrat. Voulez-vous rester à Laval? Bah, écoutez, pour l'instant, c'est un peu flou parce que il est vrai que j'ai jamais caché mon envie de rebondir en Ligue 1. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivé à Laval, mon envie était de retrouver dans un premier temps la France parce que j'avais des propositions ailleurs, notamment la Belgique, la Turquie, la Grèce, l'Israël, des pays européens, mais qui pour moi sportivement ne valaient pas forcément le coup et puis là, sur un plan familial non plus. Donc j'avais choisi de revenir à Laval pour justement me refaire voir en France et surtout enlever les doutes qu'il y avait par rapport à ma santé physique, à ma situation physique justement. Et je suis content d'avoir énormément joué, mais le deal était clair avec Laval, c'est-à-dire que on se basait sur un an. Dans un premier temps, eux, ils m'offraient l'opportunité de me relancer, moi d'apporter ce que je pouvais apporter à leur défense ou au club, et qu'on se verrait en fin de saison. Donc pour l'instant, il est vraiment trop tôt pour parler de prolongation, de rester ou de partir. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais dit que si j'avais l'opportunité de rebondir en première division, je saisirais la chance au vol parce que comme ça nous amène sur le sujet des trentenaires, je pense qu'à 30 ans, si je ne reviens pas en première division cette année, j'y reviendrai pas. Donc j'essaie de jouer mon coup à fond par rapport à ça. Donc la priorité, c'est la Ligue 1. Sans oublier que Laval je reste ouvert à Laval dans la mesure où en Ligue 2, je ne vois pas pourquoi j'irai voir ailleurs si Laval me propose quelque chose d'intéressant tant sur le plan sportif que sur le plan familial parce que je me plais vraiment ici, quoi. D'accord, bah, j'espère pour vous, qu'on vous retrouvera en Ligue 1. En tout cas, voilà, merci un peu de... J'ai une petite question, si Oui, je peux me permettre. Oui, j'ai une petite question à Franck. Tout à l'heure, il disait qu'à l'époque où il est parti à Retafe, il y avait quelques clubs français qui le suivaient, enfin où il avait des propositions. Je sais pas s'il peut je pense qu'il s'en souvient, mais s'il se souvient des clubs qu'il avait approchés. Bah, concrètement, c'est vrai qu'à l'époque, on avait un peu émis mon nom un peu partout, notamment des clubs me suivaient comme Bordeaux ou même Monaco. Au final, avec eux, il n'y avait pas eu d'aboutissement ni de proposition concrète. Et les seules propositions concrètes que j'avais eues, c'était une offre de Nancy à l'époque et une offre de prêt il me semble, de Nice. Et c'est vrai qu'à l'époque, Nancy avait terminé, je crois, 13e ou 14e. Et Nice s'était maintenu dans les dernières journées, mais il y a eu un imbroglio avec l'entraîneur de l'époque, qui était Antonetti. Il me semble qu'il avait été démis de ses fonctions et une semaine plus tard réintégré. Donc le fait que ça soit un peu rempli de turbulences là-bas m'avait fait un peu prendre mes distances. Moi, j'étais un peu réticent d'arriver dans un tel contexte, sachant que je venais d'un contexte extrêmement difficile à Nantes. Et c'est vrai qu'après, sur le plan sportif, comme je disais, Retafe me proposait la Coupe de l'UEFA et la première division espagnole. Donc, et c'est vrai que c'était aussi une aventure étrangère et que je voulais tenter. Très bien. Le choix est normal. Ouais. Merci Franck. Nous allons tout de suite commencer ce premier débat. Ce premier débat qui sera sur pourquoi n'aime-t-on pas en France les joueurs qui ont passé 30 ans? Alors, première question pour vous Franck. Quand on a 30 ans, on est fini, c'est dépassé, c'est terminé. On peut dire qu'une carrière en France à 30 ans, c'est terminé? Terminé, je pense pas. Maintenant, c'est vrai qu'on vous fait souvent remarquer, peut-être à juste titre, que vous avez plus votre carrière derrière vous que devant vous, que vous êtes sur la fin. On vous parle souvent de dernier contrat, on vous parle souvent de dernier objectif ou de dernière pige. C'est vrai qu'on vous prend aussi pour des pré-retraités, je dirais. Donc, mais plus que ça, je dirais que les clubs vous pensent vieux, non pas par rapport à votre qualité intrinsèque, mais par rapport surtout à un objectif de revente dans le futur. Et justement, en France, on est peut-être plus sur le schéma 17-28 ans. Oui, voilà, c'est vrai qu'à partir du moment où on prend un joueur, on pense tout de suite à la rentabilité qu'il peut avoir sur le terrain, certes, mais également dans la plus-value qu'on peut avoir pour la revente du joueur, les bénéfices qu'on peut en tirer sur le plan financier pour justement continuer à survivre d'un point de vue économique. Ouais. Ouais, moi je crois qu'en fait c'était un peu vrai. Enfin les clubs français en fait avaient des réticences à une époque pour prendre effectivement des joueurs de plus de 30 ans. Je
crois qu'en fait, c'est surtout le cas pour les clubs, on va dire, de haut de tableau. On voit surtout les clubs, en général, les promus ou les clubs de deuxième partie de tableau qui vont plus chercher justement les joueurs sans vouloir être méchant, d'un certain âge, on va dire, pour toute l'expérience qu'ils peuvent amener. On voit bien une équipe comme, on voit bien Evian. Evian a quand même quelques joueurs de plus de 30 ans, et puis finalement ça se passe pas trop mal. C'est vrai que la différence, c'est vrai qu'un joueur qui a 20 ans, il va pouvoir, peut-être qu'il aura plus, il sera peut-être plus endurant, etc. Par contre, l'expérience, c'est très important, surtout pour une équipe qui est promue, je pense. Après, on prend l'exemple vous prenez l'exemple de Evian, mais hormis Leroy qui est venu de Rennes, bon, qui lui était un personnage quand même atypique, tant sur le plan de la personnalité que sur le footballeur en lui-même, mais il faut pas oublier que Evian vient de National et a pris ses trentenaires soit en National, soit en Ligue 2. Je dirais qu'en Ligue 2, on fait plus confiance à des joueurs d'expérience parce que c'est des joueurs souvent qui ont évolué en Ligue 1 qui sont sur, entre guillemets, la fin. Donc, mais aussi qui sont moins cotés, donc moins chers. Faut être réaliste. Faut être réaliste. Ou alors qui n'ont plus les solutions en Ligue 1 parce qu'ils sont trop vieux pour la Ligue 1 et parce que du coup, ils veulent continuer leur carrière et c'est vrai, se sentent la force de continuer ou sont très bien faits. Donc, n'hésite pas à redescendre. C'est vrai que les équipes de Ligue 2 n'hésitent pas à faire appel à des anciens joueurs de Ligue 1. Par contre, en première division, c'est beaucoup plus difficile à trouver des joueurs à 32, 33 ans que par rapport à la Liga où j'ai connu des joueurs de 37 ans en Italie ou encore en Angleterre. Exactement. En France, on a plus de mal avec ça. À l'image, par exemple, avec le PSG, quand ils avaient pris Makelele, Coupé ou Giuli, on les appelait Papy Saint-Germain, on disait c'est une maison de retraite. Il y avait des moqueries, tu vois, là-dessus, alors qu'ils ont quand même apporté niveau expérience et puis ils étaient encore pas mauvais. Et c'est vrai qu'on s'enflamme un peu, des fois on dit c'est comme Del Piero là, qui a marqué dernièrement, Inzaghi, Paul Scholes à Manchester. Mais c'est vrai qu'en France on a du mal parce que si tu vas prendre un mec au-dessus de la trentaine, tout de suite on va se poser des questions. Oui, mais par exemple, regarde, tu peux demander pourquoi... Trezeguet, pourquoi il n'a pas été pris, Trezeguet par exemple à un moment. Mais Max-Xavier, c'est pas un problème franco-français. Alors évidemment, sauf l'Angleterre où les Paul Scholes et les Giggs là sont vénérés. Regardez en Italie, personne ne voulait de Pirlo qui était trop vieux. En Italie, tous les supporters, évidemment, sauf ceux du Milan, se moquent d'eux en disant que c'est des papis. Ils ont tous plus de 30 ans. En Italie, vous avez quand même des exemples comme Maldini qui a fini à 38 ans, qui était en Ligue des Champions avec le Milan AC. Après, vous avez un autre exemple, c'était Costa Curta, 40 ans. Qui a quand même duré. Je dirais l'exemple de Lizarazu il y a quelques années, lorsque il était en fin de contrat au Bayern, il est revenu à Marseille, on disait c'était pour terminer sa carrière, il est trop vieux. D'ailleurs, il a pas fait long feu, il a fait 6 mois à Marseille parce que justement, on disait qu'il était trop vieux, qu'il était fini, et tous les qualificatifs qu'on peut lui mettre. Au final, il est revenu au Bayern de Munich, il a encore fait 1 an et demi, et il était capable de jouer la Ligue des Champions et de jouer à haut niveau, vu qu'on sait ce que c'est le Bayern de Munich quand même, alors que le Marseille à l'époque n'était pas en quart de finale de Ligue des Champions ou même en 8e. Justement, j'ai une question pour tout le monde. Drogba, actuellement à 34 ans. Vous voulez le revoir en France à 30... Alors, parce qu'on ne va pas le voir maintenant, mais imaginons il a 36 ans, il joue encore. Vous pensez que vous aimeriez le revoir en France et vous pensez qu'il sera performant? Moi, je trouve qu'il aura encore de quoi apporter. Alors, je pense pas évidemment, il pourra pas jouer non plus tous les 3 jours, hein. Mais il a quand même, il a des qualités de buteur qui sont indéniables. Il peut apporter, même si ce serait pas le Drogba des années marseillaises, mais je pense que c'est toujours un joueur. Même à 36 ans, un buteur, l'instinct du buteur, il l'a. Alors, il ira pas faire un travail défensif forcément énorme, mais devant le but, c'est pour ça. Je pense qu'en fait, là, au niveau de l'âge, ça dépend surtout des postes. Les gardiens, c'est un poste à part, mais des gardiens à 35 ans, 36 ans, il y en a, ils sont encore très très bons, hein. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des postes, à mon avis, des postes des ailiers, par exemple, c'est beaucoup plus. Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour un ailier, un Malouda. Je sais pas, je prends l'exemple de Malouda, je sais pas pourquoi, mais un joueur comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, mais c'est plus difficile, je pense, sur certains postes, en fait, à arriver à un certain âge. Souvent, l'âge est lié, comme vous le dites, au poste derrière, en arrière central ou même milieu de terrain défensif. Même si vous avez besoin de volume, vous avez beaucoup moins besoin, je dirais, de vivacité,
de sprint pur et dur, où c'est vraiment là les risques de blessure, ou même c'est vraiment là où vous pêchez parce que votre âge se fait sentir le plus d'ailleurs. Maintenant, lorsque vous parliez de Drogba, je prends un autre exemple, comme un joueur à Monaco, c'était Di Vaio. Il est venu, il ne s'est pas forcément imposé à Monaco parce qu'on disait oui, il est sur la fin, il était à la Juventus avant, mais il est sur la fin, il ne réussira pas. D'ailleurs, il n'a pas réussi. Lorsque vous le voyez évoluer là depuis 2 ans en Serie A à Bologne, je peux dire qu'un club comme Bologne, alors après, lorsqu'on parle de Drogba, revenir à Marseille, peut-être pas, parce que si c'est pour jouer à la Ligue des Champions, pour jouer au très très haut niveau, non. Mais pour un club moyen de Ligue 1, je ne vois pas où est le problème. Vous voyez, par exemple, Bierhoff aussi ne s'est pas imposé à Monaco parce qu'on cherchait à le faire jouer à 34 ans, peut-être pour la Ligue des Champions. Il était arrivé sur la fin, ça n'a pas marché. Mais des joueurs comme Panucci, par exemple, n'a pas réussi à Monaco, mais a duré au Milan AC ou à l'AS Roma par la suite. Donc, et pourtant, il était vieux. On se souvient à Monaco qu'il y avait beaucoup de joueurs qui ont échoué. Moi, je me souviens Good Johnson aussi qui a échoué là-bas. Il y a beaucoup de très bons joueurs. Justement, alors Chris, je suis désolé de te couper, mais justement, est-ce que c'est pas pour ça qu'en France, on rebute des joueurs qui ont 30 ans? Parce que les joueurs qui reviennent sont des jeunes qui ont 30 ans et qui sont peut-être un peu moins intéressants au niveau du jeu. C'est pas ça la question. Moi, j'ai envie de te poser une autre question par rapport à Didier Drogba. Quel club en France peut refuser Didier Drogba? Aujourd'hui, Didier Drogba dit moi, je viens en France. Ou qui peut le recruter aussi? Cite-moi un seul club qui peut refuser un joueur comme Didier Drogba. Qui peut le recruter au niveau du salaire? Ouais, ça dépend ses prétentions. Parce que c'est sûr que moi, Drogba, tu le fais revenir en France. Le débat, c'est le salaire ce soir. On parle des performances. Non, ouais, mais enfin, si tu parles de faire revenir un joueur, il faut pouvoir le prendre, quoi. Mais Drogba, tu le fais revenir en France. Et en plus, comme une fois j'écoutais un peu une émission, lui, il a un peu fait sa carrière sur le tard. Il était remplaçant au début et donc il a explosé sur la fin. Et il disait que justement, il s'était peut-être économisé, que peut-être que sa carrière peut durer un peu plus longtemps. Moi, je suis sûr qu'à Marseille, tu le mets devant, en Ligue 1, il te plante pas mal de buts. Hein. Moi, je suis sûr qu'il est encore à un bon niveau. Hein. Là, en fait, depuis tout à l'heure, là, on parle des joueurs à recruter. Mais on parle pas, mais ce qu'il y a surtout, c'est surtout les joueurs déjà qui sont dans les clubs et qui arrivent, par exemple, en fin de contrat ou qui sont en négociation pour prolonger, etc. Souvent, le souci, j'ai recherché, en fait, sur l'année dernière, enfin, c'était à la fin de saison 2011, j'ai retrouvé le chiffre, ça m'a fait bondir. Il y avait 35% des joueurs qui étaient en fin de contrat, donc en juin 2011, qui avaient plus de 30 ans. 35%, je trouve que c'est quand même assez énorme. Ça montre bien effectivement qu'il y a un problème au niveau de la négociation, au niveau dans la tête pour se dire bah tiens, il a 30 ans, 31 ans, 32 ans. Ah ouais, mais bon, je vais pas prendre le risque de le prolonger. Regarde, par exemple, ça s'est passé comme ça, oui, ils l'ont fait croire, ils l'ont pas prolongé. Voilà, après il y a des problèmes de négociation sur la durée aussi du contrat. Le joueur qui a peut-être 32 ans, peut-être qu'il va vouloir un contrat de 3 ans, le club il va dire ouais 3 ans ça fait 35 ans, ça fait beaucoup, etc. Il y a ça. Par contre, c'est plutôt l'inverse qui fait peur. Pour moi, hein, parce que il est plutôt normal de trouver beaucoup de joueurs en fin de contrat qui ont plus de 30 ans, parce que justement, après quand on dit plus de 30 ans, ça peut être 35, 34, 33 ans. Souvent lorsque la carrière s'arrête, donc c'est normal quand ça termine en fin de contrat. Alors que lorsque vous êtes à 28 ans, 27 ans, vous êtes en pleine force de l'âge, et donc normalement, vous ne devriez pas vous retrouver en fin de contrat. Donc justement, pour moi, c'est une statistique qui contredit justement l'appréhension. Parce que ça veut dire 35, ça veut dire 65% des autres joueurs qui sont en fin de contrat ont moins de 30 ans. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est une statistique qui contredit justement le débat là. Hein. Maintenant, il y a aussi une ambivalence entre les grands et les petits clubs. Les petits clubs visent plutôt le court et le moyen terme, et donc forcément, ils ont des joueurs, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont des joueurs plus âgés. Et il y a aussi cet aspect d'expérience. Mais bien évidemment, les grands clubs ont des visées plutôt sur le moyen et le long terme, que ce soit sur l'aspect financier d'ailleurs. C'est-à-dire, on prend des jeunes joueurs pour aller revendre plus cher, ou sur l'aspect compétitif et absence de prise de risque. Et il est certain que dans les petits clubs, il n'y a pas des contrats à aussi longue durée qu'on peut voir dans les grands clubs. Donc ça aussi, c'est intéressant de faire ce parallélisme-là. Tout à fait. Et en plus, justement, tu parles de ça, Chris. Je ne sais pas ce que vous pensez de Zebina qui est arrivé à Brest, fait une saison correcte, il a 34 ans. Il a 34 ans. Ouais, voilà, il a 34 ans. Que doit-on en penser de ce joueur-là, de Zebina, en plus qui a été à un moment mercato d'hiver regardé par Lille. Quand même, à 34 ans, un joueur quand même qui arrive à pousser des choses à Brest, mais comme dit Chris, on les voit plus dans les petits clubs. Mais
C'est pour ça je pense que c'est pour ça qu'on les aime pas trop en fait. Mais pourquoi les... Exemple, juste qui va peut-être alimenter ta réflexion, Florie. Tu t'exprimeras juste après moi. Daniel Van Buiten, je le fais à la française évidemment l'accent. Il a, je pense, plus de 35 ans. Il vient de prolonger son contrat au Bayern. Certes, c'est 1 an, mais quasiment titulaire à 35 ans, à 35 balais dans la défense centrale d'un des plus grands clubs d'Europe. Donc, c'est pas spécialement une généralité là-dessus. Vas-y, j'ai envie de te rejoindre aussi sur Abidal. Mais vas-y, Flo, vas-y. Ouais, non, mais en fait, effectivement, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça dépend surtout des postes. Un défenseur central, il a une des qualités, c'est le placement, l'anticipation, les choses comme ça. Alors, on parlait tout à l'heure il parlait de Maldini, Costa Curta et tout. C'est vrai que c'est des exemples assez marquants. C'est des exceptions. Mais bon, c'est peut-être des exceptions. Mais je veux dire, c'est un poste qui est quand même important. Puis surtout, à Brest, tu prenais l'exemple de Zebina. Zebina, c'est quand même un mec qui a de l'expérience, qui a joué donc en Italie, qui a quand même joué dans des grands clubs. Et c'est vrai que forcément, je pense qu'un club de la stature de Brest va plus chercher un joueur d'expérience pour essayer d'encadrer peut-être les jeunes joueurs, etc., plutôt qu'un grand club comme un grand club français, on va dire comme Paris, comme Marseille, comme Lille, comme Lyon, qui va plutôt avoir en fait des joueurs qui sont peut-être meilleurs techniquement, le club va peut-être avoir moins besoin, j'allais dire, d'un leader mental, parce qu'en fait, Zebina, son rôle, c'est d'encadrer justement je sais pas si je me fais bien comprendre. En fait, pour moi, le rôle de Zebina, entre autres, c'est d'aider les jeunes joueurs. Je suis désolé, les aider à progresser, et puis au niveau d'expérience. Voilà, exactement. Justement, pardon. Vas-y, Xav. Je suis d'accord avec vous là-dessus, mais souvent, c'est ce qu'on a un peu reproché, c'est qu'ils sont revenus un peu en fin de carrière ou quand ils étaient plus vraiment titulaires dans ces clubs-là, donc ils venaient un peu pour se relancer en France. Donc le club, il prend un risque aussi parce que Zebina ou Meïté, là, qui est arrivé à Dijon, on savait plus trop leur niveau. C'est prendre un risque aussi pour ces clubs-là, parce que comme tu dis, ils sont là pour encadrer les autres, mais tu prends un risque parce que s'ils sont plus au niveau ou qu'ils se blessent très rapidement, ça peut te foutre ta saison en l'air, hein, c'est ça. Ouais, mais c'est vraiment un risque très minime quand tu prends un mec comme Zebina avec l'expérience et ce qu'il a pu faire au niveau international par le passé, surtout si tu lui accordes un contrat à courte durée. Et ce qu'il faut surtout dire quand même, c'est qu'il y a une grande disparité entre les trentenaires qui sont des grands joueurs et qui sont dans des grands clubs, et eux, ils ont le choix. Et en général, moi c'était le cas, je reprends avec Daniel Van Buiten notamment, mais tous les grands joueurs qui ont à peu près 35 ans et qui sont dans des grands clubs, ils disent, quand ils sont en fin de contrat, ils disent, moi, je vais aller dans le club qui m'offre le plus long contrat en moi et qui fait le plus confiance en moi. Ces joueurs-là ont le choix, il n'y a pas de problème pour eux. Le vrai problème, c'est que les autres trentenaires, ils vont là où on leur offre un contrat et ce n'est pas toujours évident. Et donc, si c'est un contrat à courte durée, ils sont obligés d'accepter en croisant les doigts pour que ça se passe bien là-bas. Et je pense que là, c'est vraiment la vraie disparité. À vrai dire, c'est pour ça c'est intéressant de dire que ce débat sur les trentenaires est important, mais tous les trentenaires ne sont pas allogés sur la même enseigne. Et je suis d'accord parce que là, on parle de trentenaires, mais que des internationaux. Hein. Mais Franck, vous êtes des internationaux. Au Zebina, il y a peut-être 1 ou 2 sélections, mais il est quand même international français. Il a joué dans un grand club européen. Donc c'est vrai que pour eux, il est plus facile de venir de l'AS Rome à Brest ou de Brescia, parce que là, il était à Brescia depuis 1 ou 2 saisons, et revenir à Brest, mais au départ, il vient d'un grand club italien comme la Juventus. Van Buiten, lui, il a fait toute sa carrière pratiquement au Bayern Munich, donc il est plus facile de descendre d'un club aussi huppé que du Bayern pour aller dans un club, je dis n'importe quoi, comme Cologne, parce qu'il apportera son expérience internationale, mais aussi dans le vestiaire. Mais par rapport aux autres trentenaires qui ne sont pas internationaux, eux, c'est vrai qu'on a davantage de réticence à les prendre, ça c'est sûr. Ou comme Ilan, qui a eu de la peine quand il est parti de Saint-Etienne, a peiné à trouver un autre club et maintenant est à Evian, Antonio Gaillard, si je ne me trompe pas. Oui, puis après il y a le contexte aussi, comme vous disiez tout à l'heure, des joueurs qui ont été à Monaco. Ajaccio, pardon. Il y a le contexte aussi, quand tu te retrouves à Monaco, il y en a qui n'ont pas réussi, qui ont réussi ailleurs, ou comme Lizarazu, comme disait Franck tout à l'heure, qui était venu à Marseille, on a l'impression qu'il était fini, il est reparti au Bayern, et puis il est redevenu titulaire aussi bon qu'il était avant. Donc il y a aussi le contexte dans le club que tu arrives. En plus, c'est pas pareil de te retrouver dans un gros club bien entouré, de te retrouver dans une équipe moyenne, où c'est toi qui dois être le patron de l'équipe.
Tu vois, ça, c'est ça qu'il faut voir où le joueur tombe et aussi comment il est physiquement. Est-ce qu'il va être bien physiquement pour ne pas avoir de blessure? Parce que quand tu arrives en fin de carrière, il faut vachement plus te ménager physiquement, je pense aussi. Et moi, en général, pardon. Et moi, vas-y Flo, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais moi, j'ai une question. Est-ce qu'on met dans la même catégorie des joueurs un jeune joueur de 20 ans et au niveau du contrat, de la perspective d'avenir dans un club, un joueur de 20 ans et un autre de 27 ans? Je pense pas. On est tous d'accord pour dire que non. Il n'y a pas photo, oui. Il n'y a pas photo. Alors, je crois qu'il faut aussi être très prudent quand on parle des trentenaires. On ne va pas mettre un garçon comme Franck Signorino, par exemple, qui a 30 ans, dans la même colonne que des trentenaires de 37 ans. Je pense qu'il y a quand même la différence. À mon avis, à quelques années près, ça se joue aussi. Hein. Quand on voit Chris, non mais c'est vrai, quand on voit Chris à Lyon, qui il y a 2 ans de ça, parce que pour moi, à 32 ans, était très bien. Et là, à 33 ans, l'année d'avant, c'était pas super. Et cette année, c'est encore moins bien. Mais il a eu des grosses blessures aussi. Oui, mais je suis d'accord. Mais je prends en exemple Chris, qui est moins au top. Donc peut-être qu'il fait justement. Je pense qu'il y a certains joueurs qu'il faut qu'ils savent s'arrêter, quoi. Des fois, c'est à eux de voir leur corps parce que c'est chaque joueur. Peut-être qu'ils font la saison de trop. Pour moi, Chris actuellement fait la saison de trop. Oui, de toute façon, a priori, d'après ce que je comprends, c'est possible que ce soit sa dernière saison là à Lyon. Donc. Non, mais je pense sincèrement, en fait, de toute façon, je pense qu'arriver au bout à 32 ans, 31, 32 ans, je pense qu'effectivement, en général, même si un joueur qui est dans un très grand club ou un joueur qui est dans un club de niveau inférieur, en général, quand le joueur quitte ce club, c'est souvent pour aller dans un club de niveau en fait inférieur du club à qui où il était en fait, je veux dire. Par exemple, on prend un joueur, je sais pas, un trentenaire qui est à je sais pas qui est à Edouard Cissé avant d'être à Auxerre, il était où là? Il était à Marseille. À Marseille, voilà. Donc en fait, il est descendu, on va dire, d'un échelon. En général, c'est souvent comme ça. Voilà. Maintenant, tu peux prendre l'exemple de Roten aussi, qui s'est relancé à Bastia. Tout le monde ont été dubitatifs, mais n'empêche qu'il est un peu réussi sur Paris. Voilà, il a carrément réussi, ouais. Et il y a Maoulida aussi qui est. Donc en Ligue 2, peut-être qu'ils font plus confiance pour essayer de prendre des anciens et essayer d'entourer après, la Ligue 2 se jette sur, entre guillemets, les bonnes affaires qu'ils peuvent faire à l'échelon supérieur. Parce que des mecs comme Maoulida, que je connais très bien, ou même Roten, à partir du moment où ils n'ont pas les solutions en première division et que ils n'ont pas forcément envie d'aller à l'étranger, donc Roten en revient de la Turquie, d'Écosse, ça s'est pas forcément bien passé. Bon, ils prennent un peu ce qu'ils ont à prendre, ce qu'ils peuvent prendre, et c'est vrai que Bastia lui proposait vraiment, après, un cadre de vie. Donc, et au niveau financier, c'est sûr qu'il a dû revoir ses prétentions salariales pour pouvoir continuer sa carrière. Maoulida, c'est pareil, c'est parce qu'à l'échelon supérieur, il n'avait pas de solution. Et c'est vrai que la Ligue 2, forcément, ça leur apporte de l'expérience, ça leur apporte peut-être de la stabilité, et justement pour aider les jeunes à ressortir. Donc pour eux, c'est tout bénef. Alors que pour les clubs de première division, ils ont un objectif qualitatif, même à court terme, pour notamment les équipes qui veulent jouer l'Europe. Ils veulent du joueur en pleine possession de ses moyens. Et lorsqu'on sait qu'un joueur en pleine possession de ses moyens, c'est aux alentours de 27 ans, parce qu'il atteint sa plénitude technique et que physiquement, il est encore au top. Après, à partir de 29 ans, il est dit que techniquement, vous êtes forcément bien, mais que au point de vue physique, vous commencez à baisser, tout simplement. D'accord. Attendez, pardon les gars, mais Thomas, il voulait réagir par rapport à tout ça. Par rapport à ce que Franck disait tout à l'heure par rapport aux internationaux trentenaires, comment on peut expliquer par exemple qu'en France, des joueurs comme Sylvain Wiltord ou même Robert Pires, qui sont internationaux, qui ont eu des très grandes carrières, donc notamment à l'étranger, aient eu des grosses difficultés à trouver des clubs aujourd'hui? Le physique. Et je vais te dire... Il a été à Marseille il n'y a pas longtemps, Wiltord, et ça n'a pas été une réussite aussi, tu vois. Et peut-être qu'ils ont plus le niveau maintenant pour jouer en Ligue 2. Tu as Julie, tu as Roten, tu as Wiltord, tu as Pancrate, tu as même l'ex-Rennais, je ne sais plus, son nom m'a échappé, qui vient d'arriver à Nantes. Donc ils ont peut-être plus de chance. Wiltord, tout son dernier passage en Ligue 1, il ne s'est pas super bien passé. Donc peut-être. Attends, Chris, tu voulais dire le physique. J'aimerais bien que tu approfondisses là-dessus. Je vais te le dire.
C'est génial. Je trouve qu'on a un débat génial. Vous avez cité plusieurs noms et je les ai écrits, les noms que vous avez cités. Alors, vous avez cité en termes d'échecs Chris, Rotten, Wiltord et Pires. Ils ont tous un point commun, c'est que encore à 25-27 ans, c'était pas le physique le point fort. Donc, c'était à peu près, c'était des joueurs soit blessés, soit Chris, c'est pas quelqu'un d'extrêmement rapide, c'est pas quelqu'un qui a une endurance exceptionnelle, c'est quelqu'un qui a un extraordinaire placement, qui sait très bien tacler, qui a la vision. Et le problème, c'est que c'était pas des joueurs qui avaient des physiques extraordinaires. Et pour savoir perdurer quand on est trentenaire, il fallait déjà avoir un physique exceptionnel quand on était vingtenaire. Je vais prendre des exemples comme Gattuso, c'est le mec qui ratisse le terrain. Lui, il continue, il a presque 35 balais, il continue. Regardez Lizarazu, les garçons comme même Maldini, c'était pas la vitesse, mais c'était l'endurance. Ce garçon pouvait tenir des heures, il avait une formidable endurance. Van Buiten, la puissance, bien sûr, Roberto Carlos. Les exemples sont légion de trentenaires qui ont continué, un peu moins bons, mais qui ont continué à rester titulaires dans un bon club, dans un grand club. Ben, c'était des joueurs qui, à 25 ans, avaient des physiques exceptionnels. Et tous les autres, ben, forcément, ça plonge plus vite. Bah, t'es en train de dire que Gourcuff, il va pas faire une carrière longue alors, Gourcuff, parce que le nombre de fois il est blessé. Non, mais c'est pas faux ce que dit Chris. Non, mais c'est vrai. Je le rejoins là-dessus. Tennis avec Nadal aussi, tu vois. Mais... Le jour où il aura des problèmes, tu le sentiras moins bon parce qu'il ne s'économise pas. Il y a ça aussi, les joueurs qui s'économisent un peu. Hein. Mais Franck, justement, a eu des soucis physiques avec Rétafé. Justement, qu'est-ce que vous en pensez du développement que nous a dit Chris sur le physique? Après, il y a comment dire, je dirais blessure et blessure, il y a aussi hygiène de vie. Je veux dire, c'est sûr que il y a des joueurs dont leur hygiène de vie n'est pas irréprochable, c'est-à-dire n'hésite pas à sortir dès qu'il y a une victoire ou c'est vraiment des bringueurs. Après, il y a ceux qui sont vraiment professionnels et qui calculent chaque minute de sommeil, le repos, boire énormément d'eau. Après, il y a les blessures également qui sont liées à l'hygiène de vie, qui sont souvent musculaires. Vous voyez, parce que lorsque un joueur a beaucoup de problèmes musculaires, c'est sûr que s'il les a à 27, 28 ans, il est rare de le retrouver à 32, 33 ans, à partir du moment où on a vu qu'il était souvent blessé musculairement à l'âge clé, que je disais antérieurement, 27 ans. Après, moi, pour mon cas personnel, je touche du bois, je n'ai jamais été vraiment blessé d'un point de vue musculaire, que ce soit aux cuisses, que ce soit au mollet, que ce soit n'importe où jusqu'à présent. Moi, ça a été une fissure, un tibia. Et voilà, je veux dire, moi j'étais arrêté 1 an et demi à cause de cette blessure et j'ose espérer, comme vous le disiez tout à l'heure, pouvoir répercuter cette année et demie que je n'ai pas effectué d'efforts ni je n'ai pas soumis mon corps à une grande épreuve physique, pouvoir la répercuter après ma carrière, c'est-à-dire au lieu de ce qui au départ mon quota était de 33, 34 ou 35 ans, de revenir à 35, 36 ou 37 ans. Justement, Franck, par rapport, comme vous disiez là, par rapport à la nouvelle génération, parce que j'ai entendu un débat là-dessus aussi, comme quoi la nouvelle génération avait tendance à plus sortir, être moins sérieuse, des fois revenir avec du poids en trop au moment de la reprise du championnat. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que par rapport à la nouvelle génération, un décalage déjà par rapport à la vôtre, à ceux qui ont une dizaine d'années de moins, vous sentez une différence? Je dirais que ça va. En fait, le football suit l'image de la société actuelle. C'est-à-dire que oui, il y a plus de fêtes, il y a plus d'alcool. Donc la génération des footeux, pour être un peu péjoratif, suit la génération de la société. C'est-à-dire que il y a 10 ans, on était peut-être un peu plus entre guillemets pas casanier, mais pépère, plus respectueux des règles de vie, d'usage du football. C'est vrai que maintenant les jeunes, c'est beaucoup bling bling. Ça va avec l'argent également, donc on dépense beaucoup. On est vachement plus sollicité également par des soirées, par des, on va dire des voyages pour la presse, pour autre chose. Donc on est beaucoup aussi en déplacement. Et c'est vrai que ça joue sur l'hygiène de vie et donc sur le foot et peut-être la durée plus tard. Et justement, il y a Thomas qui nous pose une question. Comment vous gérez votre hygiène de vie? Je dirais, après, moi, comme disait par exemple mon ancien entraîneur Jean Fernandez, lui, à partir du moment où le joueur était célibataire, ça pouvait devenir problématique parce que le célibataire, forcément, il sort parce qu'il ne reste pas tout seul chez lui ou il invite du monde. Donc, c'est plus des soirées, entre guillemets, soit PlayStation, donc qui peuvent durer jusqu'à 3 heures du matin, des soirées entre potes, aller à l'extérieur, alors que l'homme, on va dire, marié,
et même marié très jeune ou casé très jeune, a plus tendance à rester à la maison avec sa femme, avec ses enfants, parce qu'il est posé, parce qu'il a des obligations, parce qu'il a des responsabilités. Donc je dirais que la vie de famille joue un très grand rôle là-dedans, dans la stabilité notamment de l'homme, mais aussi du footballeur. Et c'est vrai que la nouvelle génération, ça a tendance peut-être à être avec une fille, mais c'est pas forcément sérieux, donc ça sort beaucoup, ou la fille sort avec le mec, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de célibataires. On voit les dossiers. On voit les dossiers. Beaucoup moins rapidement qu'avant. Il a totalement raison, et c'est la grosse différence. Et là où je te rejoignais, totalement, c'était sur ce parallélisme avec la société. Par contre, on peut pas faire et c'est là justement où s'arrête la comparaison. C'est sur le célibat des footballeurs. On peut pas faire la comparaison avec la société parce qu'on connaît très bien des vingtenaires, des trentenaires célibataires qui ont leur vie de famille normale, pépère, métro, boulot, dodo. Mais c'est la différence avec la starification précoce des footballeurs, avec l'augmentation des loisirs, et aussi le fait, il y a quelques arguments subjectifs comme le fait que quand on est sportif, généralement, la nature n'est pas trop méchante avec vous, etc. Et il y a aussi les attentions féminines portées à votre égard. Donc là, ce parallélisme avec la société s'arrête à ce moment-là. Et là, fait rêver, là. Mais là où vous n'aurez pas totalement raison, c'est je l'ai dit, la starification précoce et l'augmentation des loisirs, ça tue la génération actuelle. Et justement, je vais revenir un peu sur le débat. Tous ces joueurs-là qui ont 30 ans, on va dire, ont une hygiène de vie un peu meilleure, parce que certains, comme tu le dis, avec des exceptions. Est-ce que justement, Franck, ces joueurs-là, vous, justement, qui avez 30 ans, 30 ans, il y a très peu de temps, mais le sentent au fond d'eux-mêmes, j'ai 30 ans ou j'ai 31 ans, je pense que je vais arrêter ma carrière là, ou vous, qu'est-ce que vous en pensez de votre cas personnel? Je dirais que vous m'auriez posé la question il y a au début de l'été ou en plein été, là, lorsque j'étais au chômage. J'allais avoir 30 ans et j'avais pas forcément, j'avais pas de club en France qui s'intéressait à moi. J'avais pas, je venais de 2-3 saisons difficiles, notamment 2 parce que j'avais fait que 6 mois à Charleroi prêté. Et l'année d'avant, j'avais été blessé. Et à ce moment-là. Juste un petit mot, vous avez vraiment pas eu de chance. Vous allez à Charleroi l'année où c'est la pire année de l'histoire du club. Après, c'était un choix. J'avais que ça. Et donc, moi, après, il faut savoir être un peu égoïste. Je savais que c'était très compliqué comme saison. Lorsque je suis arrivé sur une saison de 30 matchs, je suis arrivé à la 19e journée. Le club avait 7 points. Donc, je me doutais un peu de l'issue ou l'issue fort probable qu'il y a à avoir. Maintenant, j'ai joué ma carte individuelle, ce qui m'a permis de retrouver l'aval et d'avoir quelques sollicitations, même si elles n'étaient pas nombreuses. Donc, c'est vrai que j'y suis allé pour jouer la carte individuelle et pour essayer d'avoir du temps de jeu. Vous étiez un de ces joueurs de Charleroi, parce que, évidemment, les Français ne le savent pas. Moi, je suis belge, donc j'ai suivi votre saison à Charleroi. Vous étiez un des seuls à sortir un peu la tête hors de l'eau. Et c'est vrai, vous l'avez précisé, dans un contexte très, très compliqué. Et d'ailleurs, c'était le naufrage absolu la saison dernière, donc dans des circonstances bien, bien compliquées. D'ailleurs, vous êtes au courant que depuis hier soir, même depuis vendredi, ils sont champions des deux et qu'ils seront en première division l'année prochaine. Et vous avez sans doute connu le président de club le plus extravagant d'Europe, Abbas Bayat. Abbas Bayat qui va quitter le club, donc malheureux. Ou peut-être un retour à Charleroi sans Abbas Bayat. Ça vous fera plaisir, j'imagine. Bon, parenthèse fermée. Non, il y a Thomas qui réclame au Mans. Donc pour en revenir, c'est vrai que en ce qui me concerne, il y a un an, faute de sollicitation, j'envisageais pourquoi pas d'arrêter de faire une reconversion. Maintenant, avec la saison que je suis en train d'effectuer au sein du Stade Lavallois, j'ai repris le plaisir de jouer. Physiquement, je me suis jamais senti aussi bien. Ou alors, si je dois comparer vraiment avec ma première saison nantaise où j'étais, on va dire entre guillemets, à mon apogée. Et qui fut ma meilleure saison. Et c'est vrai que si je dois comparer les deux saisons, je me sens vraiment très, très, très bien, tant physiquement que sur le plan psychologique, dans la tête, que le plaisir d'évoluer sur un terrain, le plaisir de l'effort. Et c'est vrai que pour moi, maintenant, la machine est à lancer et que je me suis rassuré parce que je suis en train de faire une saison, on va dire, entre 25 et 30 matchs et que c'est ce qui veut dire une saison assez complète. Et donc, à partir de là, je peux avoir une base. Et à 30 ans, je me sens vraiment très, très bien physiquement, quoi. Et vous n'avez pas des exemples de joueurs que vous connaissez qui a 30 ans et qui veut justement, qui se sentent bien dans un club pour justement ramasser un peu d'argent? Enfin, moi, je dis ça, voilà, entre guillemets, peut-être que ça va être un peu méchant, vous n'avez pas dénoncé ce soir, mais ou justement qu'ils ont 30 ans et qu'ils ont envie d'arrêter leur carrière parce qu'ils se sentent moins bien physiquement.
je dirais que à 30 ans, il n'y a vraiment aucun joueur qui vraiment avoué à un autre ou s'avouer lui-même qu'il est terminé. Honnêtement, même si on se sent moins bien physiquement, on espère toujours, parce que 30 ans, c'est quand même assez jeune encore, on se sent la possibilité d'avoir, entre guillemets, un dernier contrat. Donc là, la phrase veut dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire un dernier contrat, c'est-à-dire prolonger au maximum le privilège d'être footballeur et les salaires qui vont avec. Ça, c'est certain. Maintenant, je ne peux pas vous dire de non parce qu'il n'y en a aucun qui l'avouera et aucun qui me l'a avoué. Mais c'est vrai que moi, je me mets dans la peau d'un footballeur qui est blessé, mettons, 6 mois dans l'année, encore je le répète, pour cause musculaire, parce que ça n'a rien à voir avec un croisé ou ça n'a rien à voir avec une blessure arrivée sur un tacle, mais sur un problème musculaire récurrent. Ce joueur-là, je pense qu'il voudrait, si on lui propose un contrat ailleurs, il ira le prendre en espérant au fond de lui que ça le relancera ou encore pour profiter entre guillemets, des derniers euros qui lui sont offerts gracieusement. Parce que c'est vrai que le footballeur, c'est le métier. N'a pas de retraite, faut dire aussi en France. Mais ça se demandait en fait ce qui doit se passer dans la nuit quand on passe de 29 à 30 ans. Parce que, sincèrement, non mais je dis ça, je rigole, mais c'est vrai que il doit y avoir un truc, un choc psychologique qui doit se passer dans la tête des gens en se disant oh punaise, le mec il a 29 ans, on va dire. Ah, il a 29 ans, ça va, il a encore toutes des années devant lui. Il a 30 ans, c'est fini, c'est trop tard. C'est fini, etc. Mais en fait, je pense pas qu'il y a le cap des 30 ans comme ça. Hein. C'est plus quand tu vas recruter un joueur. C'est au moment de prolonger un joueur. Au moment de prolonger un joueur, de recruter un joueur, tu te dis bon, il a 32, 31, 32, 33 ans. Mais si ton joueur il est là et qu'il est encore au niveau, en général, le joueur, tu le prolonges, il est encore, si tu vois qu'il est encore bon sur le terrain, qu'il n'a pas de blessure. C'est plus au moment du recrutement, de la prolongation. Mais je pense pas que ça joue vraiment le cap de la trentaine. Non, mais, pas quand même. Après, dans notre société, on dit souvent la crise de la quarantaine, en général. Honnêtement, on dit crise de la quarantaine. Alors les gens, psychologiquement, c'est dur, je suis passé de l'autre côté, c'est compliqué, ça part en dépression. La dépression du footballeur, c'est la trentaine, il ne faut pas se le nier parce que tu rentres dans la dernière ligne droite, quoi qu'il arrive. Après, quelle que soit ta condition ou tes performances, c'est vrai que dans la tête des gens, 30 ans, c'est la dernière ligne droite, il est au bout parce que c'est dans cette dizaine-là que cela s'arrête. Donc je pense que c'est plutôt psychologique, mais que c'est à l'image, encore une fois, de la société où on dit la crise de la quarantaine, parce que c'est là qu'on se pose beaucoup de questions. Et on a une petite question pour les joueurs trentenaires, un peu comme vous, évidemment. Est-ce que les nouveaux pays émergents, comme par exemple les Émirats ou le Qatar notamment, seraient une issue intéressante? Question donc auditeur. Pour beaucoup de joueurs, ça l'est déjà. Hein. Je dirais qu'il y en a énormément qui commencent notamment à aller en Chine. Aller énormément en Chine, mais encore une fois, c'est parce que financièrement, ces clubs-là, la France ne peut pas rivaliser avec eux. Pour un joueur moyen en France, que ce soit en Ligue 2 ou milieu, en restant en Ligue 1, il ne touchera jamais ce qu'un club chinois lui proposera. Ensuite, c'est des joueurs qui restent sur le carreau en France, qui n'arrivent pas à trouver. Moi, je trouve en national ou même en D2 en France, j'en connais énormément qui étaient avec moi, qui sont en Thaïlande. Vous voyez, qui vont en Thaïlande, eux, ils diront que c'est pour découvrir une nouvelle culture, ce qui peut être vrai, hein. Mais c'est souvent des célibataires, je dois l'avouer, parce qu'ils ne laissent rien derrière eux. Donc ça peut être intéressant pour des joueurs, mais encore une fois, dans une certaine situation, qui n'arrivent pas à trouver des solutions en Europe, sportivement, qui sont célibataires, ou alors qui cherchent à avoir un dernier gros contrat, parce que financièrement, ils veulent se mettre à l'abri, tout simplement. Donc en fait, on vous verra jamais au Qatar. Non, moi je le répète, hein, j'ai eu des propositions où j'aurais pu gagner le double de ce que je gagne actuellement à Laval, en Israël, en Turquie. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? On m'a proposé aussi le Vietnam. Mais moi, pour des raisons d'une part sportives, je me sentais capable de pouvoir encore évoluer en Europe, en France, à un très haut niveau. Et ensuite, d'un point de vue familial, j'ai une petite fille, j'ai une femme. Je me voyais mal les emmener dans une galère, surtout que dans ces pays-là, certes, on vous promet des beaux contrats, mais quand je prends le cas de la Grèce ou de la Turquie, vous n'êtes pas sûr d'être payé et vous ne savez jamais dans quelles conditions vous allez être accueilli. Ce soir, messieurs, nous avons un amoureux du foot et un amoureux du maillot, ça fait plaisir. C'est vrai.
En même temps, le Qatar, c'est plus très loin. Hein. C'est de Laval à Paris, il n'y a pas grand trajet. Hein. C'est vrai, mais j'assimilerais quand même le Qatar à une prison dorée. En plus, c'est le Qatar. Il fut un temps où c'était l'Eldorado, où ils accueillaient énormément de joueurs, mais c'était des joueurs internationaux, encore une fois. Je fais référence par exemple à Batistuta, même là, Trezeguet. Mais sinon, vous voyez très peu de joueurs moyens, je dirais de niveau Ligue 2 ou même moyen de Ligue 1, qui vont signer au Qatar. C'est souvent des joueurs africains, encore une fois des jeunes africains qui, au lieu de passer directement de l'Afrique à l'Europe, passent par les Émirats ou le Qatar ou des pays comme ça pour justement être recrutés après. D'accord, très bien, messieurs, pour ce premier débat. Très très fourni. On se retrouve juste après ça. Football.fr, l'appli foot à télécharger gratuitement sur votre iPhone. Retrouvez toute l'actu du premier site communautaire foot en France, les articles, les brèves et les news des meilleurs blogueurs de Football.fr. Paroledefoot.com, c'est réaction, analyse et interview. Tout ça sur paroledefoot.com. Football, un média créé par des supporters. Articles, interviews et encore plein de choses à découvrir sur Football. Venez découvrir football.com. Footafricain.com. Nous vous donnerons toute l'actualité des footballeurs africains. Venez découvrir footafricain.com. Rebonsoir, j'ai envie de dire, dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot, toujours présent ce soir. Deuxième partie de l'émission avec ce choix de débat choisi par nos membres. Quand on aime le foot, on parle foot, sur des votes qui se passent sur Facebook. Je vais y arriver. Et aussi notre partenaire paroledefoot.com. Ce soir, si vous voulez réagir en direct, il vous suffit juste de rajouter On aime foot auditeur sur Skype et il n'y a aucun problème, vous pourrez réagir en direct sur nos débats. Je me lance tout de suite sur le deuxième débat. Les centres de formation sont-ils l'avenir des clubs en manque d'argent ? Voilà, on va dégrossir un peu tout ce deuxième débat sur les centres de formation en France. Est-ce qu'on peut s'appuyer dessus ? Je vais poser ma première question à Franck. Vous qui avez joué à Nantes, pensez-vous que Nantes, qui est actuellement en Ligue 2, peut s'appuyer sur ces jeunes joueurs pour revoir un jour la Ligue 1 ? Je dirais que de toute façon, il n'a pas forcément le choix actuellement. Même si le président Kita a énormément d'argent, ou en a mis énormément, force est de constater que le club est toujours en deuxième division. Et je dirais que hormis des repreneurs qataris, comme ce fut le cas à Paris, qui sont prêts à mettre énormément d'argent d'un coup, et sans compter, ou comme à Monaco, comme ce fut fait là à l'intersaison par un Russe, je dirais que la seule alternative qu'ils ont, c'est de former des joueurs et de baser leur succès sur la formation, afin qu'une génération dorée survienne dans les années à venir pour les aider. Quand je parle de génération dorée, c'est généralement à mettre 4-5 joueurs d'un coup dans l'équipe première, qui influent d'un certain dynamisme, à condition qu'ils soient bien encadrés. Un peu comme Montpellier cette année. Exactement. Voilà. Mais de toute façon, on parle de Nantes. Nantes, c'est vrai que c'est un cas un peu particulier, parce qu'après, il y a quand même des tensions entre le président et l'entraîneur. Mais Nantes a toujours avait vraiment une époque, pour dire le meilleur centre de formation français. Ça a été, j'ai eu l'impression surtout que ça a été un peu mis de côté, comme le jeu à la nantaise après le départ de Denwex il y a quelques années. Mais ce qu'il faut voir, à mon avis, on parle du débat, est-ce que les centres de formation c'est l'avenir, est-ce que pour les clubs qui n'ont pas trop d'argent? Je pense qu'en fait ça a déjà été mis en place justement il y a longtemps. Puis on va prendre l'exemple en France, mais si on regarde en fait les cinq premiers en fait du championnat de France, j'ai le classement en fait sous les yeux, le classement des centres de formation pour la saison 2010-2011. Sur les 5 premiers, les 5 clubs qui sont en tête de la Ligue 1 actuellement, il y en a 4 qui sont dans les 10 premiers. À part Lille qui est 16e, sinon vous avez Rennes qui est premier, il y avait Montpellier qui était 7e, Lyon 4e et Paris qui était 9e. Mais tous ces clubs en fait. Rennes premier, quand tu vois le niveau des joueurs qui sortent de Rennes, des jeunes, moi tu les trouves vraiment super. Super. Moi, franchement, je trouve qu'ils ont un bon centre d'information. Ils ont des bons joueurs. Après, évidemment, mais c'est pas des joueurs non plus pour jouer. Et ça manque.
Hein? Ça reflète pas le classement, Flo, en plus. Je trouve que je suis désolé. Non, mais au niveau c'est surtout un classement des centres de formation. Rennes est a priori était le meilleur centre de formation en formation 2010-2011. Et je suis désolé, ils sont 5e, ça veut quand même dire quelque chose. Comme je te disais, en fait, de toute façon, quasiment tous les clubs de Ligue 1, le classement, il compte 32 clubs. T'as quasiment tous les clubs de Ligue 1 qui sont dans les 32. C'est-à-dire, à part, je crois qu'il y a Evian, Dijon, Brest, Ajaccio qui y sont pas, mais tous les clubs de Ligue 1 en général ont quand même compris qu'il faut investir dans la formation, que c'est l'avenir du football. Faut pas se leurrer, les joueurs, ils sont bien formés quelque part. Hein. Mais je suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord, quoi. Mais vraiment pas du tout. Calme-toi. Je respecte la souveraineté des auditeurs, mais pardon, je vais être vulgaire, mais ce débat me gonfle parce qu'on en parle depuis des années. J'ai l'impression qu'il est abstrait, il y a rien qui bouge. Alors, bon, forcément, Flo, et je respecte ton avis, tu dis, les clubs de Ligue 1 ont compris et ils ont les meilleurs centres de formation. Mais ça coûte de l'argent. Ils ont plus d'argent, donc forcément, ils investissent plus dans les centres de formation. On pourrait dire heureusement, parce que c'est vrai que tu pourrais dire, et tu aurais raison de le dire, qu'ils pourraient ne pas le faire. Certes, ça c'est vrai. Et tout à l'heure, on a parlé de la vieillesse, la jeunesse, tout ça peut se tenir finalement dans un même fil rouge. Et on sait évidemment que pour la plupart des clubs, en tout cas les clubs de ventre mou, de bas de classement, il faut un mix entre l'expérience, donc des joueurs un peu plus âgés, et la jeunesse. Alors évidemment, ça peut aider d'avoir des jeunes, mais ça peut aussi aider d'avoir un staff médical de qualité, ça peut aussi aider d'avoir des recruteurs de qualité, ça peut aussi aider d'avoir... Oui, mais c'est tout l'entourage là que tu es en train de prendre, mon ami Chris, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais si Rennes a le meilleur centre de formation de France actuellement dans le top 10 et numéro 1 avec Mvila et Kembo, ouais. Ces joueurs-là, faut les entourer, comme tu le dis, mais est-ce qu'ils sont pas bien? Ils sont peut-être pas bien assez entourés. Est-ce qu'ils sont avec des joueurs qui lui montrent des choses intéressantes, qui sont un peu, on va dire, un peu tuteurs au niveau des matchs et au niveau des placements? Il faut tout ça, il faut un ensemble, mais ça c'est la mayonnaise qui monte. Il faut laisser du temps. Je suis pas d'accord avec toi, moi je suis plus d'accord avec Flo. On a des centres de formation et justement, il faut s'appuyer là-dessus. C'est l'avenir du foot français. Je suis désolé. Il faut qu'ils soient encadrés et il faut surtout qu'ils fassent des joueurs qui ne soient pas tous le même prototype. Moi, je me rappelle à une période au PSG, c'était le même genre de joueurs qui sortaient souvent. Et d'ailleurs, ce qu'avait dit Laurent Blanc, c'était pas faux sur la formation, d'essayer de. Parce qu'à un moment, il faut avouer, c'était beaucoup des grands balèzes qu'on formait, d'avoir des joueurs petits, vifs, avoir de tout. Et là, tu peux faire un amalgame et entourer avec des joueurs cadres. Mais toi, faire une équipe que de jeunes, tu auras du mal quand même à perdurer comme ça. Ouais, mais il faut un ensemble, quoi. Il faut un amalgame et pas que des joueurs qui se ressemblent. À Rennes, il y a beaucoup de joueurs qui se ressemblent tous un peu. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Xavier. Ce qu'il y a, c'est que... Préciser la question d'abord, parce que ça c'est intéressant, et Flo évidemment tu pourras me répondre. Est-ce que on parle, quand on dit donc la question est-ce que la formation est l'avenir ou la bouée de sauvetage en quelque sorte des clubs français? Est-ce que c'est sur un aspect sportif ou un aspect financier? Déjà ça c'est déjà une première nuance. On va dire un aspect financier en premier. Hein. Mais moi les deux sont liés. Hein. Ah bah oui, carrément, je suis d'accord avec Franck, les deux sont liés. Vas-y Franck, on sait que la formation d'un joueur ou de la prise en charge d'un joueur dans un centre de formation, certes, coûte très cher parce qu'on ne connaît pas le résultat, donc c'est un pari, mais de toute façon, ça coûte forcément moins cher qu'un joueur de qualité que tu vas aller débaucher dans un autre club. C'est sûr. Donc forcément, sachant que hormis le Paris Saint-Germain maintenant ou des équipes comme Marseille qui avaient ou même Rennes, parce que Rennes, quoi qu'on en dise, c'est Monsieur Pinault qui est à la tête de ce club, c'est la 7e fortune de France, il me semble, a les moyens, que ce soit d'investir dans son centre de formation ou même d'aller débaucher des joueurs à 5 ou 6 ou 7, 8 millions d'euros. Donc je dirais que de toute façon, un club, par exemple comme Montpellier, lui, a été forcé de miser sur la formation, chose qu'il a très bien faite, mais qu'il a attendu énormément de temps, parce que lorsqu'il est descendu de première en deuxième division, il est quand même resté 5 ans en deuxième division. Il n'est pas remonté. Il descend en national même. Il n'avait pas les moyens de débaucher des joueurs de grosse qualité pour remonter directement. Il a attendu d'avoir une génération dorée pour remonter et justement s'affirmer après au plus haut niveau. Je dirais que là, tous les joueurs étaient au centre de formation lorsque Montpellier était en D2 et Clos maintenant. Donc je pense que c'est une question de génération et qui arrive en même temps. Donc l'avenir pour moi des clubs français, notamment de seconde zone, qui ne sont pas présidés par des Émirats ou des Russes, oui, se doivent de miser que sur la formation, sinon ils ne s'en sortiront pas
tant sur le point financier, parce que lorsque vous formez un joueur, il vous est utile sportivement, mais aussi financièrement dans la revente. Voilà, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec Franck. D'autant que, Chris, tu parlais tout à l'heure, justement, tu disais que, enfin, Chris, tu disais que justement, au niveau financier, voilà, c'est bien, faut mettre de l'argent, ça coûte cher, etc. Mais quand tu vois, mais bon, les grands clubs français, tu disais, ont les moyens. Là, tu vois, un club comme Marseille, au niveau de son formation, même si c'est peut-être un petit peu mieux, mais bon, ils sont pas non plus au top. Les clubs français, les meilleurs centres de formation, t'as Auxerre, t'as Sochaux, t'avais Lens, t'as quand même. C'est pas des clubs qui gagnent, c'est pas des clubs qui sont toujours tous les ans sur le podium. Je rejoins Chris. Mais je suis d'accord, mais c'est pas des clubs qui sont sur le podium, mais c'est des clubs qui ont une pérennité au plus haut niveau. Mais non, c'est pas ça, on est dans une logique financière. Alors, moi, je veux vraiment expliciter mon propos. Moi, je me demande, est-ce que la question doit être double. Doit-on former des jeunes joueurs pour vendre de l'argent à ce moment-là? Oui, il y a un intérêt sportif. Et oui, je peux accepter, c'est pas choquant. Oui, il y a la pérennité du club, c'est indispensable. Mais moi, je crois que c'est pas la bonne question. Moi, il faudrait d'abord se poser la question, doit-on garder les joueurs formés au club? Et là, alors là, ça dépend de leur niveau. Ça dépend de leur niveau, évidemment. Non, mais on dit pas de se mettre sur le terrain 11 joueurs qui issus du centre de formation. Faut pas non plus exagérer. Moi, je te parle de voilà, faut une base. Un centre de formation, c'est très important parce que t'as toujours des joueurs d'expérience dans ton effectif. T'as des joueurs qui vont amener un plus, qui sont justement là pour encadrer ces jeunes joueurs issus de centre de formation. Tu vas pas avoir 3 joueurs de ton centre de formation qui vont être titulaires chaque année, qui vont arriver chaque année. C'est logique. Comme on disait, c'est par génération, ça dépend, ça tourne. Maintenant, un centre de formation, les joueurs, si t'as pas un bon centre de formation, t'as aucune chance d'avoir des jeunes joueurs qui vont éclore au plus haut niveau. Puis du coup, comme t'as pas ces jeunes joueurs, tu vas être obligé de les acheter ailleurs. Et si jamais les joueurs que t'as dans ton formation, finalement, ils ont pas tout à fait le niveau pour être dans ton équipe, effectivement, tu peux les prêter, tu peux les revendre ailleurs. Mais les centres de formation, il y a pas à dire. C'est hyper important et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Mais bien sûr que c'est important. Pour moi, c'est ça la base. La base du foot, elle est là. Mais c'est génial. Zidane a été formé à Cannes et à Bordeaux. Mais c'est génial. Cannes et Bordeaux ont formé Zinedine Zidane. Alors bravo, félicitations à Cannes et à Bordeaux. Mais qu'est-ce qui leur a rapporté? Pas grand-chose. Parce que je suis d'accord, bien sûr que c'est indispensable. Je ne vais pas enfoncer une porte ouverte. C'est indispensable de former et de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Mais moi, ce qui me chagrine vraiment, c'est pourquoi former des génies pour les revendre de toute façon directement après. On est dans la vision financière. Il n'y a pas de long terme. Alors, on ne pourra pas sauver. Après, je ne suis pas forcément d'accord avec l'exemple de Zidane. Hein. Ah, moi non plus. Vas-y, non, parce que Zidane, pourquoi il est parti de Cannes? Parce que Cannes a coulé, déjà. Financièrement, il faut dire ce qui est. Attendez, 30 secondes, je suis désolé de vous couper, mais but d'Ozil qui vient de marquer, donc ça fait 1-1 sur le match. Vas-y Franck, continue ton développement. Et je disais que qu'est-ce que Zidane a apporté à Bordeaux? Je dirais que encore une fois, c'est une génération dorée. Dugarry, Lizarazu, Zidane, finale de la Coupe de l'UEFA contre le Bayern Munich. Ouais. Et je dirais que quand même, ils ont été jusqu'en finale. Et après, ils ont perdu en finale contre le Bayern Munich. Bon, voilà, mais c'est quand même une finale de Coupe d'Europe. Et par la suite, après, Bordeaux n'avait pas forcément les moyens par rapport à la Juventus, je dirais, ou par exemple, ou le Milan AC, de conserver ses joueurs. Après, c'est une question de marché. Je dirais que Bordeaux a pu les utiliser, les a formés justement pour les emmener au plus haut avec Bordeaux en finale de Coupe d'Europe. Après, c'était un cycle qui se terminait. Chaque joueur a envie d'évoluer individuellement. Le club s'y est retrouvé aussi financièrement. Donc, je pense que là-dessus, juste au contraire, la formation, par exemple, à Bordeaux, de Dugarry, de Lizarazu ou de Zidane a servi tant sur le plan sportif que financier. Pour moi. Je comprends ce qu'il veut dire, Chris, c'est que souvent, la formation, ça sert de tremplin. Finalement, tu formes des joueurs et puis tu vas te les faire piquer, ils vont partir vite fait. Et pour revenir là-dessus, c'est vrai que la formation, de toute façon, les gens, on s'en sert souvent. Pourquoi? C'est quand à un moment, tu n'as plus beaucoup de moyens, il y en a qui misent tout le temps sur la formation, mais il y a des clubs aussi avec l'arrêt Bosman, comme tu ne pouvais plus recruter pareil, ils se sont dit, le centre de comme à Paris, ils se sont mis à s'intéresser au centre de formation, alors qu'avant, tu voyais rarement des jeunes sortir. Donc il y a ça aussi, mais c'est vrai que déjà, tu es un peu obligé de jouer à Lyon cette année. Pourquoi ils ont beaucoup misé sur le centre de formation? Je suis sûr aussi, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens de recruter plus.
C'est parce qu'il y a des jeunes qu'on aura peut-être comme on dit, les meilleurs centres de formation, lesquels ont été les meilleurs centres de formation. On parle d'Auxerre, 30 000 habitants. Sochaux, je ne sais même pas combien il y a d'habitants, c'est plutôt Montbéliard. Je dirais que c'est des clubs qui n'avaient pas d'assises financières, qui ne pouvaient pas survivre tout en achetant des joueurs. Donc ils ont été forcés de les former. Ils ont fait entre guillemets avec ce qu'ils avaient, et donc ils ont misé sur le savoir-faire et le moins coûteux, ou du moins le plus accessible. Je dirais après, forcément, vu que lorsque vous êtes joueur, vous êtes formé à Auxerre ou Sochaux, qui entre guillemets est incapable, sauf en cas d'année miracle, de faire la Ligue des Champions ou d'évoluer au plus haut niveau. Après, forcément, les joueurs ont envie de partir parce qu'ils veulent se retrouver dans des clubs qui évoluent tous les ans, justement, en Coupe d'Europe, qui ont des installations de grands clubs européens, qui ont des salaires de grands clubs européens. Donc, forcément, les joueurs, individuellement, ont envie d'évoluer et de partir. Et ça, encore une fois, c'est comme dans notre société, c'est une économie de marché. Et il s'agit de marché financier et de produits, hein. Enfin, pour moi, c'est ça. Je dirais que les meilleurs joueurs venaient peut-être de clubs inférieurs parce que, justement, c'est ces clubs-là qui ont pris le temps de former les joueurs et de donner la chance à des gamins plutôt que d'aller se servir directement dans un produit fini, quoi. Mais justement, je pense que Chris veut nous expliquer que le problème, c'est qu'on forme, c'est super, c'est magnifique. Le problème, c'est qu'on les garde pas, ces joueurs-là. Voilà. Et ça, il a on n'a pas les raison moyens sur le système. Et oui, c'est sûr, on n'a pas les moyens. Mais justement, pourquoi on n'essaye pas, pourquoi les grands clubs français n'essayent pas justement, comme a fait à un moment Lyon, bon alors ils dépouillaient, on va dire, un peu la Ligue 1, mais prenez justement ces bons joueurs français qui sortaient de certains clubs un peu moins huppés, et justement les ramener à Lyon, comme il va essayer à mon avis l'année prochaine pour ramener Martin à Lyon ou Boudebouz, justement. Mais regardez l'époque où Lyon. Mais regardez l'époque où Lyon a acheté en France. Je suis désolé, c'est vrai quand même. Enfin bon, ça a fait tourner ça a fait conserver justement l'argent dans le championnat français. Mais les clubs français sont quand même bien débrouillés. Les clubs comme Lille, etc. pour vendre les joueurs à un prix surélevé. Les clubs français sont quand même bien les poches. J'étais quand même bien content que Lyon achète en France. Mais moi surtout le truc que je vais revenir. Alors je vais prendre un exemple. Un peu, exagéré, un exemple hors France. Hein. On va prendre un centre comme Barcelone. Évidemment, je l'attendais celui-là. Ah bah oui, mais je suis désolé. Il va nous l'énerver là, vas-y, Flo. Oui, mais je suis obligé de parler de ce club. La formation, il y a combien d'années en arrière? Parce qu'évidemment, ça fait quelques années que Barcelone est le meilleur club au monde. Actuellement, je pense qu'on peut le dire au niveau du jeu, etc. Mais c'est vraiment un travail en aval. Bon, eux, c'est fait que financièrement, ils ont les moyens de garder leurs joueurs. C'est sûr, ils ont moyen de garder leur meilleur. Mais c'est un travail en amont où tu vois que depuis la formation, justement, ils formaient leurs jeunes joueurs à une identité de jeu, etc. Mais tout ça, en fait, pour dire justement que tu as la possibilité, en fait, à mon avis, quand tu formes un joueur dans ton club, justement, non seulement en plus de pouvoir l'amener justement au niveau que tu souhaites, mais en plus, tu peux lui inculquer, pour peu que ton club ait une identité de jeu ou une manière de jouer, tu peux en plus lui inculquer cette manière de faire, cette manière de jouer, pour justement l'amener à finir dans ton équipe première et essayer de le garder après le plus longtemps possible. Après, moi, je suis pas forcément d'accord sur l'exemple de Barcelone. Parce que là, tu prends un club, Barcelone, qui, de toute façon, est capable de sortir des joueurs, mais a le temps de les former, a le temps de les polir, parce que de l'autre côté, le Barcelone est capable de mettre 50 millions d'euros sur un joueur. Et voilà. Également. Donc, ce qui permet d'attendre, de sortir des joueurs, de les intégrer progressivement, parce que de toute façon, l'équipe, elle tourne et qu'elle sera de toute façon tous les ans en Ligue des Champions, voire même en quart de finale minimum de Ligue des Champions, et que de toute façon, les joueurs, même à 23 ans, s'ils n'évoluent pas dans l'équipe première avec Barcelone, ont envie de rester parce que ils sont dans le moule et que quand ils auront leur chance, ils vont tomber dans une équipe qui tourne et ils n'ont pas forcément d'aller voir ailleurs. Une équipe, je veux dire, c'est pas le même raisonnement lorsque tu es joueur à Barcelone et formé à Barcelone que lorsque tu es joueur formé à Auxerre ou à Sochaux ou même à un club de deuxième division où tu es amené à jouer plus rapidement dans l'équipe première et à te montrer individuellement pour justement goûter à un niveau meilleur parce que tu sais que de toute façon le haut niveau tu l'auras pas en restant dans l'équipe première dans laquelle tu es formé.
Ouais, non, mais c'est bien pour ça que je disais, c'est un exemple un peu exagéré. Mais surtout ce que je voulais dire, c'est que les centres, comme on disait justement, enfin, pour moi, les centres de formation, c'est hyper important. Et c'est là-dessus, justement, que les clubs doivent s'appuyer plutôt qu'aller chercher des joueurs, je sais pas moi, au Brésil, d'aller dépenser l'argent pour aller chercher. On a bien vu, je suis désolé, Xavier, on a bien vu au PSG, à l'époque où ça avait, non, mais à l'époque. J'ai rien dit, ouais. Vous savez recruter Everton Ah ouais. je sais même plus comment il s'appelle l'autre. C'est Souza. Ouais, enfin voilà, de toute façon même à Marseille, de toute façon même à Lyon aussi, dans tous les grands clubs, on dépensait des fois une fortune pour aller chercher des joueurs ailleurs. Mais quand tu recrutes tout de suite, des fois, tu peux avoir des résultats tout de suite, alors que dans la formation, c'est un travail de longue haleine. Oui, mais l'avantage dans le centre de formation, c'est que le joueur, tu l'as suivi tout au long de son évolution, depuis qu'il est jeune jusqu'à qu'il arrive à l'âge en fait où normalement il peut évoluer en équipe première. Tu sais, tu connais son caractère, tu sais comment, tu connais le joueur, tu le sais, tu le connais. Alors que tu vas chercher un joueur autre part, il y a toujours un doute. Est-ce qu'il va s'adapter au jeu? Est-ce qu'il va réussir? Comment il va se comporter? Est-ce qu'il va s'intégrer dans l'équipe, etc. Il y a toujours un doute, même si les recruteurs sont là pour lever le doute. Il y a toujours un doute, et c'est pour ça que, à mon avis, le centre d'information est toujours plus intéressant qu'aller chercher forcément un joueur. À niveau équivalent, c'est clair et net. Faut mieux prendre un joueur du centre d'information. Hein. Justement, avec. Vas-y, Chris. Juste, j'ai pas situé le débat là, Flo, parce qu'évidemment, à choix égal, il est toujours préférable de choisir non seulement quelqu'un de son pays, enfin bon, ça c'est logique que certains ne soient pas d'accord, mais en tout cas quelqu'un de son club et quelqu'un qui était formé dans son club. Mais bon, je vais pas revenir sur le contre-exemple barcelonais qui justement contredit la thèse des clubs français qui eux ne peuvent pas garder leurs joueurs, alors que le Barcelone évidemment garde ses joueurs quand il veut parce qu'ils ont les moyens financiers et sportifs. Et en plus de ça, ils évoluent dans le plus grand club au monde. Donc je suis certain que la moitié des joueurs du Barcelone n'auraient pas eu une évolution aussi positive s'ils n'avaient justement pas joué à Barcelone. Mais de toute façon, je veux te contredire, Chris, parce que Benzema, quand il a été formé à Lyon, au début, n'a pas apporté énormément de choses, mais le peu qu'il a apporté a été énorme. Et après, quand il a évolué, il s'est montré justement, il a porté Lyon en Coupe d'Europe et a apporté quelque chose, quoi. Et a apporté quelque chose contre Manchester United quand il a marqué le but, c'était énorme. C'est des joueurs comme ça qui justement peut embellir la Ligue 1, donner envie de regarder en plus des personnes de l'extérieur justement envie de recruter en Ligue 1, donc c'est super, c'est énorme pour nous. Certes, on les perd ces joueurs, mais nous on peut reformer derrière, c'est pas un gros problème. On a quand même des gros centres de formation. On n'a pas des gros recruteurs, j'ai envie de dire, mais on a des gros centres de formation. Ouais, mais il y a perdre et perdre. Tu prends l'exemple de Benzema, je suis totalement d'accord. Bravo de l'avoir vendu, mais on le vend à qui? On le vend au Real Madrid, qui est le 2e ou 3e plus grand club au monde, et on le vend après qu'il ait entre guillemets explosé sur la scène internationale. Le problème, c'est que de nombreux joueurs en France, on les perd après une bonne saison. Les meilleurs joueurs, on les perd après une bonne saison. Attention, faut savoir ce que tu appelles meilleur joueur, parce qu'un mec qui explose en première saison et qui ne fait rien après, ça existe beaucoup. Hein. Attention à ce que tu dis, parce que... les nouveaux Zidane, les nouveaux machins, tous les ans. Au bout de 6 mois, on nous dit c'est le futur Zidane, c'est le futur machin. Ancien débat, Ouais, non, mais voilà, mais je prends un exemple comme, je prends un exemple comme Gignac par exemple. Bah voilà, mais tu prends un joueur comme ça qui a réussi, qui a explosé une saison. Pour moi, c'est pas ça, hein, les grands, enfin, c'est un bon joueur, hein, mais pour moi, c'est pas ça les grands joueurs. Un grand joueur qui explose, comme par exemple Benzema, c'est un mec qui tient sur la durée. Faut réussir à conserver le joueur. Après, je sais pas ce que Franck doit en penser, mais un joueur qui sort de centre d'information, qui va réussir une bonne saison, enfin, je pense personnellement, il a plus intérêt justement à confirmer dans son club, selon la situation du club, bien sûr, hein, mais il a plus intérêt à essayer de faire une deuxième saison, de confirmer, plutôt qu'essayer de partir dans un autre club à l'étranger, un club peut-être plus huppé, mais risquer de se planter. Je suis d'accord sur la théorie, mais et c'est une théorie, on va dire, idéaliste. Je dirais que lorsque tu fais une énorme saison et que tu es jeune et que tu as la sollicitation, je ne sais pas, moi, encore une fois, tu es à Auxerre, tu es à Sochaux, et que tu as la sollicitation de la Juventus, tu es partagé entre le sentiment de dire, bon, je préfère rester un an de plus et confirmer, et à ce moment-là, oui, je privilégie mon club, et voilà. Et d'un autre côté, tu as la sollicitation non seulement tu te dis que le wagon, le train ne passe qu'une fois, et peut-être pas deux. Tu ne peux pas prendre le risque de te blesser la deuxième saison parce que tu te dis, voilà, cette année, tout est allé bien pour moi, mais si je me blesse l'année prochaine, c'est mort. Est-ce que tu te dis, voilà, bon, cette année, la Juventus, bon, moi, dans mon cas, ça a besoin d'un latéral gauche.
Je me dis que l'année prochaine, si c'est pas moi, c'est un autre qui va y aller. Est-ce qu'il aura besoin d'un latéral gauche? Tu te dis tout ça, quoi. Dans ta tête, tu te dis, quand tu es jeune, tu te dis, bon, est-ce que j'ai pas intérêt à prendre l'opportunité qui se présente? Et j'ai confiance en moi et c'est à moi de faire mon trou après là-bas. Après, c'est une question mentale. Ou alors, tu te dis, bon, oui, je préfère rester dans mon club et confirmer une année supplémentaire, sachant que tu sais pas ce qui va se passer. Moi, je prends mon cas à Nantes. La première année où j'y étais, j'ai fait ma meilleure saison. J'ai littéralement explosé. On parlait vraiment en bien de moi. Est-ce que j'aurais pas dû partir dès cette fin de saison plutôt que rester l'année suivante où le club s'est carrément cassé la gueule et finalement j'ai été un peu emmené dans. Ouais, ça se joue à rien une carrière. Dans la tourmente. C'est un peu le même cas que Ndinga au Auxerre, qui était contacté par Lyon, puis que là, on le reconnaît plus. Voilà, et puis bon, c'est pas forcément que le joueur est moins bon intrinsèquement, c'est qu'il il a plongé avec le reste de l'équipe, avec l'environnement, Moi, je sais qu'à Nantes, c'était compliqué parce que l'environnement, entre les problèmes internes au club, avec souvent les comment ça s'appelle les crises ou les polémiques qu'il y avait, que ce soit entre les 3 changements d'entraîneur, changement de président, changement de directeur sportif. Des joueurs emblématiques qui partent, d'autres qui arrivent, mais qui de 5 ou 6 nationalités différentes qui ne se comprennent pas. Après, on ne maîtrise pas tout, et toi, tu es dedans, tu viens de faire une bonne saison, et puis finalement, ta deuxième saison, elle est moins bonne parce que tu es touché, et peut-être parce que tu es moins bon, et ça arrive à tout le monde, mais aussi parce que tu es dans un climat qui ne te porte pas à faire quelque chose de bien. Donc tu te dis, est-ce que j'aurais pas dû partir avec le recul? Après, tu maîtrises pas forcément tout, c'est ça que je veux dire, et que après c'est un jeu de balance à peser, quoi. Et puis ça peut se comprendre, un jeune joueur, il fait une bonne saison, 2 bonnes saisons, il voit tu es dans un club moyen et à ce coup tu as une grosse sirène qui arrive, un gros club de Ligue 1 voire étranger, parce que beaucoup en plus c'est leur rêve d'aller à l'étranger. Et des fois tu peux faire le choix de partir trop tôt, ou tu peux faire aussi le choix de rester puis de rater la marche, comme disait Franck. Oui, mais malheureusement c'est 90% de partir trop tôt. Des cas où tu pars trop tôt et en général 9 fois sur 10 ça se passe mal. Mais ça peut se comprendre de douter. Et tu perds peut-être 3 ans alors que si tu étais resté titulaire. Alors moi je pense qu'il y a une solution alternative et on l'a testé par exemple. Moi je suis fan d'un club en Belgique qui s'appelle Anderlecht. On a testé ça. Vous savez par exemple, vous connaissez sans doute Romelu Lukaku qui a signé à Chelsea. On le voit pas encore beaucoup mais c'est un jeune qui fait parler évidemment. Il est énorme, oui. Oui, donc voilà, peut-être que certains ne le connaissent pas s'ils ne suivent pas l'équipe réserve de Chelsea parce qu'il y évolue actuellement. Et c'est aussi le cas des clubs français, c'est que on a fait, tous les grands clubs, tous les plus grands clubs ont fait une OPA alors qu'ils n'avaient même pas évolué dans l'équipe A. Et c'était le cas. Et Anderlecht a dû mettre un gros salaire alors qu'il n'avait même pas encore joué un match avec les A pour pouvoir le garder. Et c'est ce qu'Anderlecht vient de faire aussi avec un jeune qui était scouté par tous les gros clubs. Ils ont été obligés de le faire partie des gros salaires du club alors qu'il n'a même pas encore évolué, qui s'appelle Denis Sprab, le garçon. Vous allez certainement entendre parler de lui dans quelques années. Et c'est la seule solution. Et à côté de ça, évidemment, le joueur n'a plus le choix entre la possibilité, bien sûr, pour lui d'aller ailleurs et de très certainement perdre plus de temps, ou alors ici, il a un challenge sportif, il est quasiment sûr d'être titulaire, et en plus, financièrement, il assure ses arrières. Donc moi, je crois que ça c'est peut-être le plan B, c'est-à-dire cette prise de risque de dire... et c'est là le gros danger du football français, c'est pas de voir des jeunes qui font 1 ou 2 bonnes saisons et qui partent après, parce qu'ils auront déjà eu cet impact sportif. Et le plus gros danger pour les clubs français notamment, c'est de perdre les joueurs avant même qu'ils n'évoluent avec l'équipe A de leur club. Et là, je crois que c'est souvent aussi un gros problème. Et vous allez le voir dans quelques années, des jeunes, on va dire, ils sont passés par là, et hop, les grands clubs les ont pris alors qu'ils les ont, entre guillemets, chippés au centre de formation. Tu vois, il y a l'exemple du Havre, il y a quelques années, quand il y avait Le Tallec et Pongol, qui sont partis super jeunes. Enfin, je sais pas, non? Voilà, c'est des exemples totalement là-dessus. Mais moi j'ai envie de vous poser tous une question dans l'ensemble, parce qu'on va revenir un petit peu sur le débat, mais ces jeunes joueurs, on peut voir un peu avec ces jeunes joueurs en Ligue 1, on peut le voir un peu plus loin, l'Europe. On peut justement dire, on a quand même des jeunes joueurs comme à Lyon, Lacazette, comme M'Vila à Rennes, comme Kembo, et j'en passe. Ces jeunes joueurs, on peut dire, on a quand même une bonne formation derrière. Je pense qu'on peut voir en Europe quelque chose de très intéressant. Est-ce que ces jeunes joueurs ont la capacité justement de jouer en Europe et de voir des choses intéressantes? Mais ça dépend des générations, c'est toujours pareil. Ça se trouve, le centre de formation, il sort pas des cracks tous les ans. À Lyon, tu prends l'exemple de Lyon, entre autres, effectivement.
parce que il y a quand même pas mal de joueurs qui ont été au championnat du monde l'été dernier, là, Lacazette, Grenier, Fort, etc. Mais c'est pas tous les ans. Maintenant, quoi qu'on en dise, tu peux pas monter une équipe. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est le problème de Rennes. Tu peux pas monter une équipe qu'avec ton centre de formation. Même si Rennes, il y a des joueurs encadrés, mais je trouve que ça manque quand même d'expérience, on va dire, quand même, à Rennes pour qu'ils arrivent à franchir un palier. Mais t'as besoin de joueurs, justement, d'expérience. Ça rejoint un peu, bizarrement, ça rejoint un peu le débat de tout à l'heure. Parce que t'as besoin, justement, même un grand club a besoin de joueurs qui aient évolué au haut niveau, qui connaissent la Coupe d'Europe, qui connaissent, l'attitude à avoir dans les grands matchs, dans les moments difficiles. Et les joueurs qui sortent à peine de centre de formation, il a pas forcément la notion de ça. Tu peux pas t'appuyer uniquement là-dessus. J'ai une petite question justement pour Franck. Vous qui avez déjà joué avec Retafe en Europa League, qu'est-ce que vous en pensez? Ces jeunes joueurs ont peut-être la capacité justement de bien évoluer en Europe, ou c'est vraiment trop fébrile, il faut vraiment être plus fort mentalement? Comment on se prépare sur des matchs comme ça? Je dirais que, comme vous le disiez auparavant, c'est pour bien réussir une épopée européenne. Déjà, c'est une dynamique sur l'année, mais c'est en même temps, je dirais, ces jeunes joueurs, à partir du moment où ils sont encadrés pour évoluer au plus haut niveau européen, oui, tout seul, c'est compliqué. Lorsqu'on parle des jeunes qui ont échoué en partant très tôt, c'est parce qu'ils sont partis jeunes, qu'ils n'étaient pas encadrés, ils sont arrivés dans un nouveau monde, qu'ils se retrouvaient plus que, on va dire, sur le terrain tout seul, c'est plus dans la vie de tous les jours. Je dirais qu'un jeune joueur, lorsqu'il part, c'est surtout dans la vie de tous les jours que tout doit être balisé, quoi. Quelqu'un qui le prenne sous son aile, en dehors du terrain, parce que les qualités, il les a, on l'a pris pour ça, il saura s'exprimer, mais si tu es mal en dehors du terrain, sur le terrain, ça va pas aller non plus. Je dirais que ces joueurs, c'est lorsque tu changes de pays que tu te retrouves un peu, tout seul, et notamment pour gérer ta vie, ne serait-ce que trouver entre guillemets une maison, savoir à qui appeler pour l'électricité, le gaz, c'est des trucs tout cons. Mais s'il y a personne pour t'aider, une sorte de grand frère, ou même pour savoir où aller entre guillemets lorsque tu as un souci de papier, lorsque tu as un souci de je sais pas quoi, si tu n'as personne à côté, c'est hyper compliqué. Donc c'est vrai que lorsque ces jeunes joueurs, comme vous citiez Lacazette ou Grenier, ils sont capables de très bien réussir dans des grands clubs européens ou dans la compétition européenne à partir du moment où ils sont bien dans leur tête, bien sur le terrain. Mais je dirais que le comportement sur le terrain reflète souvent le comportement en dehors. Et on en revient juste à un truc très important, c'est qu'un bon footballeur, c'est aussi quelqu'un qui sait bien s'entourer. On en a parlé tout à l'heure. Tout à fait. Merci pour ce deuxième débat. On conclut grâce à ça juste après ça. Quand on aime le foot, on parle foot. De 21h à 22h sur RTS Radio. Ça donne ça. Frédéric Bondieu. Quand on aime le foot, on parle foot. Je l'écoute sur RTS Radio. Mathieu Dosevi. Mathieu Dosevi, j'écoute Quand on aime le foot, on parle foot sur RTS Radio. Arnaud Chab. C'est Arnaud Chab, j'écoute Quand on aime le foot, on parle de foot sur RTS Radio. Qui seront les prochains invités? Venez le découvrir tous les mardis. C'est ça RTS. Merci messieurs, je passe la parole à Flo pour les pronostics. Merci Chris. Alors tout d'abord pour les pronostics, en fait, alors je sais pas si Franck en fait a écouté l'émission de la semaine ou est au courant en fait. Chaque semaine on pronostique en fait sur 3 matchs à venir. La semaine dernière en fait on avait choisi Sochaux-Dijon, VA Evian et Toulouse-Lyon, mais bon Toulouse-Lyon a lieu demain donc de toute façon on peut pas trop en parler aujourd'hui. En fait à savoir que sur Valenciennes-Evian, personne n'avait parié sur la victoire d'Evian, comme quoi c'était une belle surprise. Et oui, 3-0 effectivement. Oui. Je crois qu'à part Chris qui avait, mais pas Chris, enfin Chris, oui, qui avait pronostiqué un match nul de 2, mais sinon, tout le monde avait pronostiqué une victoire de Valenciennes. Hein. Et puis donc Sochaux-Dijon, on était pas assez nombreux à avoir pronostiqué une victoire de Sochaux. Donc voilà. Donc oui, donc quelqu'un avait quelque chose à dire? Non, vas-y, enchaîne. Non, merci. Donc cette semaine, donc on a choisi 3 matchs, donc Ajaccio-Nancy, Bordeaux-Marseille et Nice-Auxerre.
On va tout de suite commencer en fait par le premier match, donc Ajaccio-Nancy, donc deux clubs qui sont en bas de tableau. Nancy pour le moment qui est 11e avec 40 points et Ajaccio 19e et relégable avec 33 points. Faut savoir que donc Ajaccio reste sur 4 matchs nuls et une défaite. Nancy fait une grosse série avec sur les 5 derniers matchs 4 victoires et un match nul. Je vais tout de suite vous donner les cotes. La victoire d'Ajaccio est de 2,40, le match nul à 2,90 et comme la victoire de Nancy aussi à 2,90. Et aussi à savoir qu'au match aller, il y avait eu 2-2 avec des buts de Bakar et Nicoulae contre André Luis et Cavalli. Voilà, donc je vais passer toute la parole à Franck, savoir son pronostic, ce qu'il en pense. Ouais, je dirais que je mise sur un match nul, sachant que Ajaccio, même s'ils ne sont pas dans une grosse dynamique, c'est toujours une équipe très très difficile à battre chez elle en Corse. D'autant plus que là, ils sont revenus dans la zone de relégation, donc je pense qu'ils vont vouloir faire un gros résultat, avec encore plus de passion que d'habitude. Et que Nancy, je les vois bien ramener un point vu leur forme actuelle, et je pense qu'ils ne vont pas prendre énormément de risques, sachant qu'ils ont 40 points, avec 41 points ou 42 maximum, le maintien devrait être acquis. Donc je pense qu'ils ne vont pas aller la fleur au fusil et essayer à tout prix de gagner. Donc je pense qu'un bon match nul un partout serait le bon résultat. D'accord. Et donc je vais aussi parler de notre blogueur, donc de notre sponsor de football.fr, Darin, qui a son blog donc chroniquededarin.football.fr. Donc lui de son côté, il voit une victoire de Nancy. Nancy a une énorme dynamique avec deux joueurs pour lui qui ressortent comme Karaboué et Bakay Traoré, et la victoire en fait face au PSG pour lui n'avait rien à hasard. Donc il voit les joueurs nancéens s'imposer à Ajaccio, et tout comme d'ailleurs les membres de notre groupe sur Facebook, donc quand on aime le foot on parle foot, eux aussi voient une victoire de Nancy. Ensuite je vais passer la parole à Xavier par exemple, voir son pronostic. Bah moi, disons que par rapport à Nancy et la forme actuelle qu'ils ont, je vous aurais bien dit Nancy, mais moi je vois plus match nul parce que Ajaccio à domicile, ils sont pas faciles. Et comme Franck, moi je vois bien un petit 1 partout ou 0-0. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'Ajaccio, sur le dernier match à domicile, a fait 2 fois match nul, 2 fois 1-1, face à Saint-Etienne et face à Lorient. Maintenant, savoir, comme Nancy est quasiment sauvé, est-ce que Ajaccio ne sera pas plus motivé? Ça, c'est aussi les problèmes des matchs de fin de saison. Parce que Nancy ne sont pas loin d'être maintenus. Là. Pas encore, mais pas loin. Moi, je pronostiquerais une victoire d'Ajaccio. Je vois pas, justement, comme tu le dis, Xavier, je vois moins Nancy à fond dedans. Puis en plus, Nancy jouait des gros matchs, jouait mieux, je vais y arriver, jouait mieux contre les gros, donc contre Ajaccio, je jouerai un petit peu moins bien, on va dire comme ça. Je pense plutôt voir Ajaccio gagner. Et entre parenthèses, un supporter me demandait sur le groupe Quand on aime le foot, on parle foot, le résultat de Niort. Niort a gagné 3-0 contre Rouen. Voilà, c'est tout, c'est une petite parenthèse. D'accord. Chris? Oui, pardon. Match nul 2 buts partout. Match nul 2 buts partout entre les deux équipes. Je rejoins un peu l'avis de Xavier, donc je ne vais pas paraphraser son excellente intervention. D'accord. C'est mon jour de gloire. Et de son côté, donc Thomas, lui, voit une victoire d'Ajaccio avec un gros match de Cavalli. C'est vrai que c'est un assez bon joueur, mais une victoire d'Ajaccio. De mon côté, je vois aussi un match nul, parce que c'est vrai que Nancy, effectivement, fait une très très grosse série. Je crois que d'ailleurs, ils font la 3e plus grosse série, en fait, par rapport, au gros club européen, là, a priori. Et ils ont un centre de formation, non, je sors. Donc donc un match nul, 1-1 avec un gros match d'Ochoa. Et puis voilà. Donc ensuite on va passer au deuxième match. Là, une des grosses affiches, un match assez historique entre Bordeaux et Marseille. Deux clubs en fait qui sont un peu en difficulté, on va dire, qui ont un coup de moins bien. Bon, Marseille évidemment, même si Marseille sort d'une victoire en Coupe de la Ligue, en championnat. Oui, Xavier. Si t'es pas au courant, tiens, oui. Donc Marseille sort d'une série quand même assez horrible au niveau du championnat. Là, pour le moment, on va prendre que les 5 derniers matchs, mais c'est un match nul et 4 défaites. Bordeaux reste sur 4 matchs nuls et 1 défaite, donc 2 clubs qui vont vouloir se reprendre. À savoir que Bordeaux donc est passé devant Marseille au classement. Bordeaux est 8e avec 43 points et Marseille 10e avec 40 points. Au 0-0 au match aller, pardon, l'affiche avait
Ah, pardon. Le match aller s'était soldé par un 0-0. Donc, je vais vous donner les cotes pour commencer. Il y a 2,35 pour la victoire de Bordeaux, 3 le match nul et 2,85 la victoire de Marseille. Et à savoir aussi que nos membres, eux, alors, n'ont pas pu se départager. Il y a eu égalité entre les votes pour une victoire de Bordeaux et une victoire de Marseille. Voilà. Et je vais juste, avant de donner la parole à Franck, dire le pronostic de Darine, notre collègue donc de football.fr, qui voit une victoire bordelaise. Pour lui, même si effectivement Marseille a stoppé sa série de défaites avec la victoire en Coupe de la Ligue, le groupe marseillais a plus rien à jouer cette saison et risque de lâcher, d'autant que d'après lui, Didier Deschamps devrait partir à la suite de la saison, donc les Bordelais vont en profiter et devraient s'imposer. Je vais passer la parole à Franck. Ouais, moi, encore une fois, je vois un match nul, dans la mesure où Bordeaux, même si à domicile, ils ont tendance à faire du beau jeu, à être plus séduisants dans le jeu, mais il y a toujours une petite bourde ou un moment de déconcentration pour justement mettre le grain de sable qui fait qu'ils n'arrivent pas à confirmer leur résultat ou leur jeu. Et Marseille, je les vois bien quand même ne pas forcément lâcher, parce que je pense que si ils lâchent trop facilement, à ce moment-là, on pourra parler de maintien pour eux. Et donc, je dirais que ça va solder sur un match nul, un but partout ou 0-0. D'accord. Ensuite, Xavier ? Bah moi, j'essaie de trouver la stat, mais je crois que Marseille n'a pas gagné à Bordeaux depuis très longtemps. Ouais, c'est plus de 20 ans, hein, il me semble. Il me semble, effectivement. J'ai pas la stat sous les yeux. Je me demande si c'est pas 20 ou 30 ans. Et donc, moi, pareil, Marseille, je les vois plus. Pour eux, la saison elle est un peu bouclée. Et Bordeaux, je pense c'est un match de prestige, ils vont vouloir l'emporter. Moi, je vois Bordeaux gagner 2-1. D'accord, une victoire de Bordeaux. Moi, je vois une victoire de Marseille. Je les vois bien relancer grâce à cette victoire en Coupe de la Ligue. Je les vois bien repartir de l'avant. Donc, je vois une petite victoire de Marseille, mais une victoire de Marseille quand même. D'accord. Chris ? Je vais partager encore le prono de Xavier, mais cette fois-ci, je vais le paraphraser. Et je comprends totalement la complexité de ce vote. Et d'ailleurs, ça part un peu dans tous les sens, ce qui est tout à fait logique parce que, en fait, plusieurs paramètres se croisent, hein, au fond. Et c'est vrai qu'on peut se dire, en même temps, il y a l'aspect psychologique, Marseille va-t-il bien réagir? En même temps, il y a la spirale négative, il y a la tactique, il y a la forme du moment aussi du côté des Bordelais. Et malgré tout, il y a aussi le niveau de jeu, parce que Marseille, malgré la victoire, c'était pas extraordinaire. Alors moi, je vois quand même encore Bordeaux continuer. Je suis vraiment pas du tout rassuré par rapport au niveau de jeu des Marseillais. Et je les vois continuer, malheureusement pour eux, leur série noire. Donc malheureusement, je paraphrase sur le score du moins l'avis de Xavier, 2-1 pour les Girondins. D'accord. De son côté, Tom voit aussi une victoire de Bordeaux, décidément. Victoire de 2-1 également, le même score que toi. Et c'est vrai que les Marseillais ont toujours énormément de mal pour lui donc à Bordeaux. Donc de mon côté, je vais suivre évidemment encore Thomas. Je vois aussi une victoire de Bordeaux, d'autant que Marseille a évidemment a beaucoup de mal donc en ce moment. Et les derniers déplacements en fait marseillais, le dernier déplacement ça a été, il me semble, si je me trompe pas, à Paris. Si je me trompe pas, Xavier, oui c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça, oui. Donc, et c'est vrai que vu le match en finale de Coupe de la Ligue, le match assez honteux, enfin pour pas dire autre chose, catastrophique même. Qu'ont faire les deux équipes, les Marseillais m'ont pas du tout rassuré et à mon avis la fin de saison risque d'être très 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 longue pour les supporters marseillais. Et ce qu'il faut prendre en compte en plus, c'est qu'ils jouent mercredi là. Et oui, en plus ils ont moins de temps de récupération. Puis il y a le match le week-end, voilà. Alors que Mais non, Marseille va gagner. Arrêtez. Oui, écoute, hein. C'est toi tu mises ton argent si tu veux. Hein, oui, j'ai déjà misé déjà. Les auditeurs vont peut-être suivre la majorité, je sais pas, c'est à eux de décider après. On va enfin finir par le dernier match, un match qui concerne aussi encore le bas classement entre Nice et Auxerre. Donc Nice qui est 14e avec 34 points et Auxerre qui est dernier avec 28 points. Nice reste sur 2 victoires, 1 nul, 2 défaites et Auxerre 1 victoire, 1 nul et 3 défaites. À savoir qu'au match aller, donc il y avait une victoire 2-1 d'Auxerre, ça commence à dater, hein, les victoires auxerroises. Il y avait eu Ollier-Chessard contre Moulungi. J'ai une statistique aussi au niveau des tête-à-tête. C'est assez intéressant parce que Nice a gagné 8 fois donc face à Auxerre. Il y a eu 3 matchs nuls. Il y a eu 15 victoires auxerroises.
dans l'histoire des tête-à-tête. Hein. Donc Auxerre, historiquement, en fait, est quand même au-dessus. Au niveau des cotes, bon, bah là, il n'y a pas photo. Hein. Le favori, c'est Nice avec une cote à 2,05. Le match nul est à 3. Et la victoire d'Auxerre est à 3,50. Donc, du côté de Darin, donc lui, il voit un match nul. Auxerre a montré de belles choses ces derniers temps. Denis Olièche est toujours aussi percutant pour lui. Donc, et Nice a une défense assez fébrile. D'ailleurs, ils ont pris 3 buts hier à Rennes. Donc, pour lui, en fait, il voit un match nul. Et d'ailleurs, tout comme les membres, par contre, de notre groupe sur Quand on aime le foot, on parle foot, eux, ils voient une victoire niçoise. Donc, voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Franck. Moi, je vois une victoire niçoise également. Dans la mesure où je pense que Nice voudra justement se rattraper de cette défaite à Rennes. Ils ont pris 3-1 et ils sont loin d'être maintenus. Et je dirais que c'est l'occasion pour eux justement entre guillemets d'enterrer Auxerre et de laisser de côté un concurrent direct pour le maintien. Et je dirais qu'à domicile, c'est quand même une assez bonne équipe dans l'ensemble et qui a besoin de rebondir, parce que je pense qu'à 5 ou 6 journées de la fin, c'est sur les matchs à domicile qui font la différence et qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire une deuxième défaite d'affilée, sinon ça risquerait d'être très, très compliqué. Sachant qu'Auxerre, même s'ils ont fait un bon match ou du moins une bonne deuxième mi-temps contre Paris, je les vois mal gagner là-bas. Voilà. D'ailleurs, j'ajoute juste, à savoir sur la liste des blessés, du côté auxerrois, il y a quand même des blessés assez importants. Il y a Adama Koulibaly qui est blessé, Ndinga qui est blessé et Berthaud aussi qui sont blessés. Hein. Quoique du côté niçois, il y a des joueurs comme Sivelli, Elbic, Pancote, Grandin et Mounier aussi qui seront pas là. Alors moi là ça change tout de mon pronostic, là j'allais dire un truc, mais là j'ai complètement changé. Non, je vais rester sur un match nul, moi. Allez, je resterai sur un match nul et je vois un match très très serré. Et en plus tu es en train de me dire tous les absents, alors ça va être très dur sur les deux matchs. Je sens pas un gros match, à mon avis. Ouais. D'accord, Xavier. Moi, c'est pareil avec ce que tu me disais, parce que moi, je voyais Nice. Moi aussi. En plus, à domicile, je les voyais fort. Ça y est, Franck veut changer. Voilà. Non, c'est surtout l'absence de Mounier. Je n'étais pas au courant qu'il pose un souci. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Hein. Après, peut-être, est-ce que ça va changer, mais a priori, il est blessé. Parce que les absents du côté d'Auxerre, je pense que ça fait déjà un bon moment, que ce soit Koulibaly ou même Berthaud. Ndinga, ça fait vraiment un moment, hormis Ndinga, mais qui est en dents de scie, qui n'a pas énormément joué non plus cette saison, ou qui n'a pas eu beaucoup d'influence sur le jeu. Donc c'est ça qui me pose un peu souci. Allez-y, Franck, vous pouvez changer. Allez, oui. Franck, vous êtes l'invité, vous avez le droit. Je reste dessus. Non, d'accord, très bien. Moi, je parierai parce que si vous voulez changer, il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. Disons que Mounier en plus c'est le meilleur buteur justement de Nice avec 8 buts. Hein. Vas-y Xavier, vas-y. Non, parce que moi Nice à domicile, en plus là c'est le match qu'il faut gagner, c'est un match vraiment à enjeu. En plus il reste plus beaucoup de journées, donc je voulais dire Nice, mais moi sans Sivelli, sans Mounier, j'ai bien peur pour eux. Moi je vais dire 0-0. Un 0-0. D'accord. À la française quoi. Ah oui. Grand match. 0-0 à la française. D'accord. Donc par contre juste une question, donc Franck qui est mis sur une victoire de Nice, pour vous Franck, en fait a priori Auxerre, la Ligue 1 c'est fini, enfin si je comprends à peu près. Ouais, moi je vois pas trop, c'est vrai, je les vois pas trop redresser la barre comme ça, sachant le nombre d'équipes qui font un peu le yo-yo, une victoire, une défaite, et eux qui n'arrivent pas forcément à enchaîner, qui sont quand même 3 points de retard et un goal average je crois déficient par rapport aux autres équipes. Et c'est vrai que par rapport à la dynamique par exemple de Sochaux, je les vois pas forcément réussir à se maintenir, ouais. Sachant qu'ils sont derniers et qu'il y en a 3 qui descendront, je les vois pas se sortir des 3 quoi. Peut-être gagner une place, mais en gagner 2 il y a un calendrier d'enfer en plus, hein, parce qu'ils ont vraiment un calendrier très très difficile. Ouais, ils sont pas vernis, ouais, effectivement. Chris, ton pronostic? Oui, mais moi je vais être courageux, je ne vais pas changer mon pronostic, qui est donc de la victoire de l'EGC Nice 2-1 face à Auxerre. Et je pense que malgré tout, il reste quand même cette irrégularité, on l'a dit, mais aussi ce niveau de jeu, parce que j'ai quand même pas été tout à fait satisfait du peu que j'ai vu de leur match, même si c'est entre guillemets un semi-exploit, même si on peut dire même carrément un exploit, mais j'ai pas du tout été satisfait. Bon, il y
les absences du côté de l'OGC Nice, moi, je ne sais pas si ça va vraiment, même si c'est vrai que ça peut peser, mais bon, moi, je n'ai pas l'habitude de changer, donc voilà, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je suis un idiot, mais je maintiens victoire de Nice. D'accord. De son côté, Tom voit une victoire niçoise aussi, il voit une victoire à Nice à domicile, et puis a priori pour lui, Auxerre va peut-être avoir un petit problème d'excès de confiance après le nul face à Paris. Donc lui, il voit une victoire niçoise. J'aurais bien voulu pronostiquer une victoire auxerroise, histoire de les soutenir un petit peu, mais c'est vrai que malgré tout, je pense que c'est un peu cuit côté auxerrois et côté Monsieur Bourgoin. Donc je pronostiquerais quand même un match nul, on va dire. Un match nul, effectivement, je vais aller dans le sens de Xavier, un match nul un peu made in Ligue 1, un match nul 0-0, un peu sans vouloir dire le mot, mais un peu tout pourri, quoi. Voilà. D'accord. Très bien, messieurs. Par contre, tout de suite, je vous coupe. But du Bayern, ça fait 2-1 et c'est but de Gomez. Donc là, ça change tout et c'est à la fin, on est à la 90e minute. Hein. D'accord. Une petite exclue que vient de me donner Erwin à l'instant. Eric Besson. Oui, Eric Besson, je ne me trompe pas. Pourrait prendre la présidence de Nice. Voilà ce que m'annonce une source fiable. Donc, voilà. Loïc Besson. Non, Luc Besson, pardon. Non. Eric Besson, mais attention à les amis parisiens. Donc Eric Besson, là, on est 7 jours avant, non, 4-5 jours. Ouais, il change vite. Le premier tour de l'élection présidentielle. Peut-être qu'après le 5 mai, il présidera le PSG. Attention. Ah, on sait jamais. Moi je redis mes informations. Là, il est annoncé à Nice et dans 2 semaines, il ira à Monaco. Bon, très bien, merci messieurs. Nous concluons cette émission. Merci Franck pour être venu dans l'émission. Mais avant de fermer cette émission, il y a une phrase que tous les invités nous disent. Il faut juste répéter ça. Ici, Franck Signorino, j'écoute Quand on aime le foot. On parle foot sur RTS Radio. Alors, ici, Franck Signorino, j'écoute Quand on aime le foot, on parle foot sur RTS Radio. Merci. Thomas, merci à vous. Enfin, j'ai pas fini. Juste une dernière chose pour vous. Thomas, voulez-vous lancer un défi? Ouais, après, je suis pas sûr de le relever, hein, donc je suis prêt à écouter. Thomas, tu veux pas nous parler en fait. C'est ça, tu veux pas tenter ton micro. Si, je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas super. Est-ce que Franck m'entend déjà? Non. Ça l'arrange, comme ça, il n'aura pas à le faire s'il n'entend pas. Alors que vraiment pas. Hein. Ça va dégénérer du côté de Bayern Real, c'est du direct. Marcelo a fait un vilain tacle et voilà, pour combler un peu ça risque d'être la rouge là. C'est l'arbitre de ce match. Voilà. Donc, en fait, tu voulais. Donc je vais reprendre les propos de Thomas qui me l'a écrit. En fait, tu voulais tout simplement que sous le maillot de l'équipe de Laval, je vais y arriver, dans le match Le Mans contre Le Mans, le 27, tu voudrais que Franck ait écrit en dessous « Quand on aime le foot, on parle foot », juste pour retirer son maillot à la fin du match. C'est ça. Est-ce que c'est possible que vous puissiez faire ça? Oh là, je vais pas y arriver. Le problème, c'est que moi, j'ai pour habitude de jamais mettre quoi que ce soit en dessous le maillot. Faut l'écrire sur le corps. Donc c'est ça le truc. Maintenant, je peux pas promettre parce que honnêtement, je suis un peu superstitieux. Ah. Et c'est vrai que c'est par rapport à ça, c'est pas que je ne vais pas faire entre guillemets de publicité ou de trucs comme ça parce que ça aurait été avec plaisir, mais c'est vrai que je suis pas trop à mettre des choses sur le corps en match, quoi. Donc c'est pas grave, mais si. Alors, je vais vous donner un autre défi. Si vous rencontrez justement une télé ce match-là, est-ce que vous pouvez juste dire « Quand on aime le foot, on parle foot », tout simplement. Il n'y a aucun problème. Je peux faire même une dédicace, que ce soit dans un journal écrit ou même télévisuel. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Plaisir. Déjà, vous êtes le bienvenu dans cette émission. Ça a été un énorme plaisir. Et vous avez énormément réagi. Je suis très content de vous avoir dans l'émission et très très fier. Et déjà toute l'équipe, quand je l'avais annoncé que vous venez dans l'émission, était tous fiers et vous voulez tous participer. Même Flo criait déjà sa joie. Donc, non, c'était. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir donné de votre temps libre. C'était
C'était pour moi énorme ce soir. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup à vous et c'était franchement un réel plaisir. Et moi, je vous dis pourquoi pas à une autre fois. En tout cas, je vous dis, j'ai pris un réel plaisir à participer à cette émission et je suis content. Voilà. Vous venez quand vous voulez. Merci à tout le monde. Mardi prochain, Bruno Derrien, l'arbitre qui a fait un livre, je le cite, Abat l'arbitre, sera notre prochain invité mardi prochain avec nous. Je remercie Monsieur Payan, notre consultant, Monsieur Jean-Jacques Dely, notre parrain, toute l'équipe, et je fais un gros coucou encore à Émilie. Je te fais un gros bisou et j'espère que tu reviendras très bientôt dans l'équipe. Gros bisous à tout le monde, à ciao, bonsoir, et n'oubliez pas demain LPA. Ciao. Valentier partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.